life was like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. Salut Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien? Ça fait longtemps? Oui, 27... Ah non, on a fait l'Astro Coaching. 27 mars, c'était le Pop and Love numéro 11, Où sont les pères? Gros épisode, grosse série aussi, on avait trop kiffé. Et là, on fait un épisode le 1er juin à 20h20. Oulala, dimanche 1er juin, 20h20. Let's go, merci l'univers. On va parler du... Puy du Fou. Puy du Fou. Oh, les amis, ça fait une semaine qu'on est allé au Puy du Fou pendant 3 jours, du vendredi au dimanche. Et c'était quelque chose d'énorme. Alors moi, j'y suis jamais allé. C'était ma toute première fois. Eugénie va nous parler un peu de son historique avec le Puy du Fou. Et c'est grâce à Eugénie que je suis allé au Puy du Fou et que j'ai découvert ça parce que franchement, j'aurais pu faire toute ma vie et passer à côté du Puy du Fou complet. Parce que j'étais vraiment resté sur des croyances en mode Julien qui était gaucho et qui était très en rejet de ses racines. Et on va en parler aussi, le côté shadow work comme c'est The Pop and Love Studio et The Pop and Love Chronicles, c'est de mettre aussi de l'aspect shadow work invisible sur les événements, sur les films, sur la pop culture. Et Puy du Fou fait clairement partie de la pop culture, mais moi ça faisait partie en fait de quelque chose d'assez négatif, d'assez rejeté et très en lien avec le côté identitaire, le côté français, le côté historique, tout ça c'était vraiment mis de côté quoi. Et comme j'ai fait la paix avec mes racines depuis 5 ans, et surtout cette année, j'en arrive à aller au Puy du Fou la semaine dernière, et c'était incroyable. Mais tu vas nous parler avant tout de ton historique toi avec le Puy du Fou. Oui, alors moi je viens d'un background complètement différent avec le Puy du Fou. Je n'ai aucun a priori avec le Puy du Fou, étant donné que la première fois que j'y suis allée, je devais peut-être avoir 8 ans. Tous ces chiffres sont approximatifs parce que je vais pas vous mentir, je ne me souviens pas l'âge que j'avais. Ceci dit, on a des preuves, on a des photos dans l'album de famille qui montrent bien que j'y étais et je me revois y être. Je me revois dans le village médiéval avec ma cousine. Je me souviens qu'on avait rencontré un papa avec sa fille, qu'on avait mangé dans un des restaurants et qu'il pleuvait. Je me souviens de ça. Je crois bien qu'on a fait le village, enfin le parc dans la journée et la ciné-cénie le soir. Et puis j'y suis retournée quelques fois depuis. Je pense que depuis j'y suis retournée 2 fois. 2 fois au parc et 2 fois à la ciné-cénie. La dernière fois remontant à peut-être 18 ans. Il faudrait vraiment que je recalcule pareil. Il faut que je remonte dans les photos. Je me souviens qu'il venait juste de construire l'arène avec le spectacle des gladiateurs. C'était sa première année. Et j'aurais pu regarder, parce qu'on va le voir, j'ai lu le livre de Philippe de Villiers, qui a créé le Puy du Fou, qui est la personne source du Puy du Fou. Donc toutes les dates, je les ai vues passer, mais étant donné que j'ai lu le livre assez rapidement et que je n'ai pas fait comme Julien, je n'ai rien souligné, j'ai pas précisément calculé à quel âge j'avais visité la première, la deuxième, la troisième fois le parc et la ciné-cénie. En tout cas, comme la majorité des choses, des lieux qu'on visite quand on est petit, ça a laissé vraiment son empreinte sur moi à une époque aussi où je n'avais pas vraiment de conscience ni politique, ni religieuse, ni quoi que ce soit. Pour moi, j'étais juste un enfant qui découvrait avec des yeux émerveillés les magiciens, le village médiéval, les lumières de la ciné-cénie. Et parce que on allait toujours au Sable d'Olonne quand j'étais petite pour les vacances. On avait un petit studio là-bas à partir de mes 9 ans peut-être. Ça faisait partie de ce qui m'entourait. Le Puy du Fou, on en entendait parler tous les étés quand on allait en vacances. Et pour moi, ça a toujours été, et ça restera, je pense, un lieu magique, au-delà de toute considération, encore une fois, politique, religieuse, d'adulte en fait. Ouais, clairement. Et moi, j'étais, comme je disais, enfermé dans ces connotations politiques. Et du coup, ça m'empêchait de passer à m'intéresser, juste déjà, même aller voir une vidéo de « il y a quoi au Puy du Fou ?» tu vois, d'aller juste se renseigner. C'est un truc de ouf à quel point moi, j'étais tellement passé à côté. Et c'est là où tu te rends compte à quel point
il faut tenir bon quand on lance son projet parce que ça prend un certain temps, surtout quand il est très novateur ou très perturbant pour le système politique, familial en place ou sociétal, avant d'émerger, avant de prendre sa place, avant de prendre sa juste normalité et devenir complètement logique d'un paysage culturel et aussi puissant que lui. Et ils ont mis 40 ans, quoi. Donc, en gros, est-ce que tu as quelques chiffres à nous rappeler sur le Puy du Fou, là, pour donner un peu de contexte? Alors, le Puy du Fou, personne source, fondateur, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, en 1977, visite le Haut-Bocage vendéen et le site du Puy du Fou et se retrouve face aux ruines du château du Puy du Fou. Après, nous explique-t-il dans son livre un périple en bottes de jardinier pour faire le tour des marécages. Et il a une sorte de vision. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété en lisant le livre. Il a la vision de ce que va être la cinécénie. À l'époque, évidemment, ce terme n'existe pas. La cinécénie a lieu 1 an plus tard, en 1978. C'est un spectacle son et lumière en plein air, de nuit, en gros. À l'époque, ça ne s'appelle pas la cinécénie. Il décide d'adopter le nom. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça va prendre du temps pour que le nom cinécénie soit accepté. Un spectacle de plein air, mais ils vont tenir bon, et du coup, maintenant, la cinécénie, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Quand tu parles de cinécénie, ça n'a lieu qu'au Puy du Fou. Donc, 1978, première cinécénie, spectacle nocturne, et puis, alors évidemment, quelques péripéties quand même. Ça ne se fait pas facilement, mais en même temps, il y a de belles synchronicités dans la création du projet et la façon dont le projet se monte. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous explique Philippe de Villiers dans son livre, cette cinécénie est née d'une volonté de faire un cadeau, de créer un ouvrage de cœur pour la Vendée et de presque mettre en cérémonie le massacre qu'ont subi les Vendéens pendant la Révolution française, puisqu'eux étaient royalistes, et qu'ils se sont opposés au nouveau système et qu'ils ont été littéralement massacrés. Et il y avait donc cette idée de... Voilà, on parle presque d'extermination et de milliers de morts qui sont laissés là à pourrir sans sépulture et sans cérémonie. Lui se dit, je veux redonner quelque chose à cette terre et à cet épisode de l'histoire française en créant ce spectacle qui sera l'équivalent, dans l'idée, dans le symbolisme, d'une cérémonie pour honorer la mémoire de ses défunts. Voilà. Ouais, et 300 000 personnes, on parle. Hein. C'est à peu près ça, les estimations. Par an, par saison ? Non, 300 000 personnes, 300 000 morts, en fait, dans la guerre de Vendée. Excusez-moi, on a beaucoup de données en tête, là. Oui, alors les estimations, pareil, hein, je m'en souviens plus, je les ai pas notées, mais on a été vraiment baigné dans l'histoire de ce qui s'est passé à cette époque-là, notamment avec un des spectacles qu'on a vu au parc. Alors, les amis, breaking news, on a vu absolument tous les spectacles. On vous en parlera tout à l'heure. On n'est pas allé 3 jours au parc pour rien. Moi, dans ma tête, j'étais en mode checking list. Je veux absolument voir tous les spectacles. Elle bégaye ce soir, Eugénie. En plus, j'ai quasiment 20 ans de retard. Donc, voilà. Et je voulais vraiment voir le maximum et on a vraiment réussi à tous les voir. Dont le dernier panache, qui, entre autres spectacles et immersions, nous en dit plus effectivement sur cet épisode de la guerre de Vendée. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis installée en Vendée vraiment il y a presque 1 an et demi maintenant, que c'est un territoire de cœur pour moi parce qu'encore une fois, comme je vous le disais au début, j'y passais toutes mes vacances quand j'étais petite, mais je n'y avais jamais vécu à l'année. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est concrétisé à l'échelle de ma vie. Pareil, dans la tick list, tic, habite en Vendée, pose ses valises en Vendée et reste à l'année en Vendée. Donc j'avais conscience évidemment, et pour aussi avoir visité le Puy du Fou, de l'historique de la Vendée en particulier, mais je m'étais pas vraiment plongée dedans. Et je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai un vrai rapport d'amour et de respect aux archétypes qui concernent nos lignées, qui concernent nos cultures,
à connaître ses racines, à connaître l'histoire de la région dans laquelle on vit, ses plantes, ses animaux. J'ai vraiment quelque chose de très révérend par rapport à ça. Et je ne m'étais étrangement jamais penchée sur la Vendée. Du coup, je trouve que ça me sert aussi, d'un point de vue individuel, d'être retombée dans le Puy du Fou. Parce que ça m'a quand même mis une grosse claque et on y reviendra probablement tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est clair, il y a tellement de choses à dire, on va voir si on arrive à faire tout le tour dans cet épisode, parce que entre les spectacles, entre le côté business de l'entreprise, le côté aussi shadow work, invisible, le côté racine, le côté émotionnel, le côté historique, et puis nous aussi, les apprentissages aussi d'avoir vécu ce week-end en famille, c'était très riche aussi, très intense. Moi, c'était mon premier week-end en famille où on allait en gros avec Violette dans un endroit où on loue un mobil-home et on vit une intensité de prépare les pique-niques, il faut porter le sac, il faut s'organiser, et puis on a retourné le Puy du Fou, on a tout fait, plus les claques de ma part de voir un truc genre mais c'est incroyable, ce qui commençait harmonieux, comment c'est fluide, comment c'est créatif, comment c'est puissant et comment c'est enraciné. Ça fait 40 ans que c'est là et je suis passé à côté, quoi. Et puis avec la lecture du livre, c'est chouette parce que t'as eu plein de clés aussi, de ressources de comment lui il a construit ça, le côté entrepreneur qui lâche rien et qui pousse, et puis créateur, et waouh, il y a tellement de choses à dire. J'ai adoré. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que arrête-moi si je me trompe sur les dates. 1978, c'est la Cinécénie. 1989, donc 10 ans plus tard, les gars, ça marche tellement bien la cinécénie qu'ils se disent, les gens en fait ils arrivent par quart entier en plein milieu de la journée et ils doivent poireauter jusqu'à la tombée de la nuit, donc l'été, c'est mieux pour faire un spectacle de cet ordre-là en plein air, faut attendre jusqu'à 10h30 au moins avant que ça commence. Les gens ils s'ennuient, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va leur donner de quoi s'occuper pendant la journée, et de là naît l'idée de ce qui est aujourd'hui le parc du Puy du Fou. Donc quand on vous dit le Puy du Fou, en l'occurrence, sur ces 3 jours, on a fait entre guillemets que le parc, parce que il y a une vraie réalité de là, ça a pris de telles dimensions que faut probablement faire des choix. C'est-à-dire que si tu vas moins de 2 jours, c'est sûr que tu peux pas voir tous les spectacles du parc. Et évidemment, tu peux aller en journée voir le parc, et le soir, si tu es dans la bonne saison, parce que ils ne le font pas toute l'année, tu vas voir la cinécénie. Tu peux faire les deux. Mais il faut composer. C'est-à-dire qu'avec Violette, tout de suite, on s'est dit, on va pas pouvoir faire la cinécénie. Elle ne sera jamais réveillée à 10h30, 11h. Pas possible. Par contre, le parc, oui. Et inversement, avec ma mère, qui est handicapée, on s'est dit, on va pas pouvoir faire le parc, parce que trop de distance, il y a de la foule, les attractions, même si c'est aménagé pour les handicapés aussi. Mais par contre, la cinécénie, on peut la faire. Donc en fait, on a splitté le deal en 2. Là, on vous fait un topo de nos 3 jours au parc avec Violette, en mode petite famille, Julien, bon père de famille avec sa glacière et les sandwichs à l'intérieur pendant la journée, crème solaire, voilà. Et on vous refera peut-être un petit bilan de la cinécénie que elle, on va voir mi-août cette année, au spectacle du 15 août. Voilà, donc là, on parle du parc aujourd'hui. Et ça ouvre de quand à quand déjà, hein ? Parce que c'est pas ouvert tout le temps Non, parc. alors encore une fois, je ne veux pas vous dire de bêtises, les amis. Je suis presque sûre que ça ouvre d'avril à septembre le parc, mais il faudrait vérifier si ça glisse jusqu'à octobre. Je vais le faire, ouais. Et puis la cinécénie, c'est de juin à septembre. C'est vraiment les mois les plus secs de l'année, parce que c'est un spectacle en plein air. Il n'est pas du tout couvert, ni la scène. Et ce n'est pas une scène, c'est une scène vivante qui se passe autour du lac avec les ruines du château derrière, et les gradins, rien n'est couvert. Là, ils disent, en gros, dans les infos de ChatGPT, c'est ouvert du 5 avril au 2 novembre 2025. Donc, ils font une saison, voilà, en gros, 5 avril, 2 novembre, il y a de quoi faire. Hein. C'est chouette. On peut prendre des passes abonnés. T'as vu ça aussi ? Ça, on aime bien ça, l'abonnement au parc, comme on a fait l'abonnement au zoo. Mais c'est incroyable d'avoir un lieu pareil en Vendée. Mais la Vendée, c'est un truc de ouf. Et j'ai pensé à ça quand t'en parlais. Vendée, c'est Vendée. Hein. Pour moi, c'est vendre aussi. Tu vois, je viens de dire, mais oui, Vendée. J'adore vendre et je suis passionné de business, de marketing. Et tu m'étonnes qu'aujourd'hui, je m'y sente bien ici, qu'il y a une énergie aussi d'action, d'entrepreneuriat. Et comme tu le disais très bien, il y a aussi l'idée de, ok, on vient de faire un super truc, on a une vision, on la met en place. Ah, nouveau problème qui se présente. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui attendent pendant des heures la journée ? Viens, on lance un parc. Et à chaque fois, ils répondent à des nouveaux problèmes qui se présentent sur leur chemin, juste connectés à la première vision principale.
Et ça, c'est vraiment la vie pour moi de l'entrepreneuriat. Et il y a aussi un livre comme ça qui s'appelle, j'ai oublié le nom, d'un entrepreneur qui en gros suit le flow et en arrive à être multimillionnaire parce qu'il a juste suivi le flow. Au début, c'était de la méditation, puis il avait fait des trucs. Il était incroyable, il a juste suivi le flow. Il allait à un moment dans une boîte d'informatique de code, il a développé tout le truc. Bref, en suivant le flow, t'en arrives finalement à quelque chose d'incroyablement puissant parce que t'es là, t'es dans ta mission d'âme, mission de vie. Pour moi, c'est clairement ça. Et ce qui est incroyable avec Philippe de Villiers, c'est une source aussi du Vendée Globe. Donc pour la Vendée, c'est incroyable ce qu'il a apporté, quoi. La reconnaissance qu'il a apporté pour la Vendée, que ça soit avec le côté explorateur de ouf du Vendée Globe, avec Philippe Gentot. Alors, en tout cas, je pense que le premier pas vient sûrement de Philippe de Villiers, le deuxième pas, c'est avec Gentot, la rencontre. C'est vraiment la source d'un projet. Dans les principes sources de Peter Koenig, c'est la personne qui a fait le premier pas dans le projet. Oh, j'ai cette idée. Et derrière, c'est parti, ça se construit autre. Après, elle peut circuler, comme tu disais très bien, Caroline Miss en parle, je crois, ou non, c'est... comment elle s'appelle c'est Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert. En gros, l'idée, elle peut passer à côté parce que tu vas pas l'honorer, que c'est pas pour toi, elle va chez quelqu'un d'autre, quoi. Mais lui, c'est incroyable à quel point, dans la Vendée, ça a été un entrepreneur, un politicien, c'est encore un entrepreneur, un politicien qui a développé tout un truc incroyable en partant de j'ai une vision, j'ai envie d'y aller, évidemment, baigné par l'histoire de la Vendée, l'histoire de sa famille aussi. Très relié, tu disais, à la liberté, il y a du militaire dans sa famille, qui sont partis aussi faire la guerre en Amérique, pour l'indépendance de l'Amérique, c'est pas pour rien qu'il y a le dernier panache, enfin tout ça. Mais il y a l'idée de principe source, je vais honorer l'histoire de la Vendée et par résonance l'histoire de France. Et je vais en faire un spectacle déjà, mais effectivement pour pleurer les endeuillés qui ne l'ont pas été en fait de cette guerre de Vendée. On honore ça, mais derrière on va beaucoup plus loin. C'était que le démarrage, quoi. Et effectivement, c'est l'histoire de France et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est l'histoire d'Espagne, c'est l'histoire de l'Angleterre, c'est l'histoire de la Chine. Il y a plein de puits du fou qui vont se dupliquer parce que en fait, on vient se réapproprier ou on vient honorer l'histoire nationale. Pas forcément pour après. Il y en a beaucoup qui vont décrier le puits du fou comme quelque chose de pas juste selon les historiens, qui va avoir plein d'interprétations. Il y a beaucoup de religions parce qu'évidemment il est à fond connecté à aussi les racines de la France qui sont aussi très chrétiennes. Et il y a Jeanne d'Arc et il y a énormément de symboles autour de ça. Mais en vrai, peu importe, lui il en a fait sa réalité, sa croyance. Il a développé un parc qui attire du monde jusqu'à 2 millions 5, voire 3 millions quasiment pour l'année 2024. Donc voilà, en fait, les résultats sont là, les gens sont attirés parce qu'il y a une histoire qui leur parle. Si vous avez envie de développer votre propre histoire de France, votre propre histoire alternative, allez-y, lancez-vous. Et puis prenez le temps qu'il faut, mais faites aussi longtemps que l'a fait Philippe de Villiers pour en arriver là. Mais c'est incroyable, effectivement, ce côté... on sent le mec multipotentiel aussi, tu vois, qui touche à tout, qui est passionné de tout, et qui s'engage et qui y va, et qui a fait un nombre incroyable d'ouvrages aussi. Tu vois, on a vu ça aussi la dernière fois, on a commencé à en acheter sur Clovis, il nous fait aimer Clovis, tu vois, genre vas-y, on a trop envie de savoir l'histoire de France. Enfin, bref, incroyable. Donc c'est pas facile de savoir par quel bout on le prend, mais avant tout, déjà, allez le voir. Si vous avez vraiment pas du tout... d'idées préconçues comme moi du Puy du Fou, oh là là c'est dégueulasse, c'est religieux et c'est vraiment très identitaire, quoi, très facho, allez voir directement sur place avant de juger, et surtout regardez des reportages. On a vu plein de reportages sur YouTube, ça m'a beaucoup aidé aussi. On les mettra sûrement en description, il y en a un paquet, voir les coulisses du Puy du Fou. Là tu peux nous en parler parce que pareil, il y a une école, ils ont développé des trucs incroyables, c'est ouf, c'est ouf. C'est le livre, j'ai lu tellement vite, les amis. Alors, je lis relativement vite, mais j'ai eu du mal à le poser, vraiment. Déjà, il écrit très bien. J'ai été, comme tu le disais tout à l'heure, épatée quand on allait dans les boutiques de voir qu'il y avait un mur entier dédié au livre qu'il avait écrit. Il nous explique effectivement dans ce livre-là que depuis qu'il a pris sa retraite politique, ses journées sont divisées en deux. Le matin, il écrit ses livres historiques et l'après-midi, il va au Puy du Fou. Voilà, la vie probablement qu'il s'était rêvé. Et il faut dire qu'il écrit extrêmement bien. Alors, c'est une surprise sans être une surprise puisque c'est aussi lui qui est l'auteur des textes qui vont avec les spectacles du Puy du Fou. J'ai été très marquée par la cinécénie quand j'étais petite. On avait acheté la cassette. Depuis, ils ont réenregistré la bande-son et les dialogues et tout ça. Mais j'y pensais tout à l'heure quand je lisais la fin du livre sur la terrasse. Je chantais encore la musique des Chevaliers, vieille version. Je m'en souviens. C'est ancré en moi. Je crois qu'il faut aller voir ce parc. Tu disais, si vous n'avez pas d'idées préconçues, ou même si vous en avez en fait, allez le voir. Et faites-vous cette surprise de vous émerveiller de choses d'enfant déjà. Parce que, bien évidemment que
comme tout ouvrage de qualité, il en parle également dans son livre, il s'agit de réunir toutes les générations. Et que chaque génération ait quelque chose à y trouver. Et je pense que vous avez tout à fait la capacité d'être un adulte avec sa glacière dans le parc qui gère les sandwichs et vous asseoir au spectacle des oiseaux et être de nouveau un enfant de 6 ans qui regarde avec la larme aux yeux, quoi. Enfin, la larme à l'œil. Les spectacles ont une qualité fascinante. Si vraiment vous pouvez mettre de côté vos préjugés politiques, c'est exceptionnel. Alors oui, il y a de la religion, évidemment. On nous parle de reliques, on nous explique notamment avec les Vikings un épisode de l'an 1000 avec un saint, une disparition magique. Enfin, et laissez-vous entraîner, laissez l'enfant voir le récit. Vous voyez, je pense que il s'agit de faire la distinction entre ce qui vous parle et ce qui vous parle pas et prendre ce qui vous parle. Et dans le Puy du Fou, il y a tellement matière à prendre ce qui va vous parler, c'est évident. Et même entre les spectacles et les attractions, enfin attraction c'est probablement pas le bon terme, on va dire spectacle, vous déambulez, c'est magnifique, chaque passage est un univers en fait. Chaque jardin, chaque petite attraction, il y a une petite attraction, je vais dire attraction, excusez-moi, du coup le long de cet épisode je le sens, mais on ne parle pas de montagne russe, vous l'aurez bien compris, il y a un petit passage qui s'appelle, puis alors je vais mal nommer les spectacles et les jardins extraordinaires de La Fontaine, je crois que c'est assez proche de l'entrée. Ils étaient pas là la dernière fois que j'y suis allée et on nous suggérait sur l'application, on va en parler également, les gars ils ont tout compris, ils nous suggéraient sur l'application de commencer notre première journée avec ça et on l'a pas fait parce qu'on est arrivé un peu plus tard que prévu, on s'est dit ah non c'est pas important, on va plutôt aller voir un spectacle et en fait on l'a refait quelques jours après, enfin genre le lendemain avec Violette, pendant que toi t'allais voir autre chose je crois. Les Amoureux de Verdun. Ah oui. Non mais après finalement je suis revenu. Mais je suis revenu c'était le faire avec fermé, donc t'es revenu. Bref, cette petite déambulation qu'on a zappé le premier jour en se disant non mais c'est un truc secondaire, c'était juste magique. Et les trucs qui étaient finalement, excusez-moi, j'ai pas du tout envie d'employer le mot truc. Mais je sens que je bégaye ce soir et que j'ai pas les bons mots qui viennent, alors on va faire comme si je savais m'exprimer. T'inquiète. Même les espaces, les jardins, les déambulations qui étaient en bas de ma liste de priorités sur ces 3 jours, vu qu'on a tout fait, on les a fait. Quand on les a fait, je me suis dit c'est pas possible. Ils étaient en bas de ma liste et en fait, je sais pas où les mettre par rapport au reste des spectacles parce que tout était vraiment, vraiment très bien. Donc je pense que il y a les choses qu'on nous montre dans les documentaires, il y a l'historique qu'on a entendu par rapport au passif de Philippe de Villiers, notamment dans sa vie politique et son orientation très très religieuse, voilà, avec le parc qui ferait une propagande religieuse, blablabla. Oui, peut-être, mais juste aller dans le parc et juger par vous-même en mettant un peu ça de côté, parce que c'est juste incroyable au niveau du projet entrepreneurial, évidemment, et la qualité des spectacles, les amis, c'est juste... on a passé 3 jours là-bas, je me suis pas ennuyée une seule seconde, et je suis revenue, je savais un peu plus quoi faire de ma vie, en fait. Tellement c'est magnifique et disproportionné ce qu'on voit, quoi. Il y a une dépression un peu Puy du Fou, là. La semaine, elle était un peu difficile, en plus avec les énergies, avec tout, là, c'était pas facile de vraiment de redescendre de ce truc-là, et il y avait ce côté, genre... pendant 3 jours, et en plus je trouve que énergétiquement c'est hyper puissant. Déjà on a appris que cette colline était à la base un lieu aussi culte pour les Celtes, ou c'était quoi déjà à l'origine? Il y avait déjà quelque chose, il y a une vibration particulière là-bas, quoi. Ouais, il faudrait revenir dessus. Je suis pas allée double-checker avant qu'on fasse cet épisode, mais effectivement, il me semble avoir lu il y a quelques mois, quand j'ai réservé les billets. Parce que oui, alors attention, breaking news, si vous voulez réserver les billets, c'est plusieurs mois à l'avance. Hein. C'est pas le jour même, c'est pas la semaine d'avant, c'est peut-être pas dans le même mois non plus, quoi. Préparez-vous, parce qu'il y a du monde qui y va. Surtout si vous voulez aller manger dans les restaurants, et spécifiquement si vous voulez vous loger dans les hôtels. Là, va falloir réserver un an en avance, les amis. Donc il y a quelques mois, quand j'ai réservé les billets du parc, je me suis un peu renseignée. Il me semble être tombée sur une information qui nous a dit qu'effectivement il y avait des traces du culte celte de la divinité solaire Bélénos sur cette colline. Le Puy du Fou, c'est sur un promontoire. Puy du Fou, ça vient du latin Faou, podium. qui voulait dire être. Ouais, Il y avait podium. pas ça aussi.
Faou, je sais plus, mais qui veut dire le promontoire des êtres. Donc on est déjà sur un lieu qui a probablement un très très gros passé spirituel et de culte. Donc énergétiquement, on est sur un point un peu névralgique, je pense, de la Vendée certainement, de la France probablement, oui. Oui. Ce serait intéressant de voir en astrocartographie aussi, si Elodie regarde ça, nous dise Yes. justement par quoi passent les lignes et autres au Puy du Fou. Ça Alors, serait c'est intéressant aussi parce que la personne source du Puy du Fou, c'est la même personne que la personne source du Vendée Globe. Et je n'arrête pas de le dire. Alors, ça me fait bizarre. Depuis que je suis arrivée en Vendée, là, en tant qu'adulte de presque 40 ans et que je mets mon filtre et ma maturité, mon expérience dans la compréhension de ce que je suis en train de vivre un peu, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en Vendée ? On dirait que c'est un monde un peu caché. Vous savez, comme l'île dans Wonder Woman, l'île des Amazones, qui est constamment entourée de brume, et c'est une protection en fait pour pas qu'on la trouve et pas que les hommes viennent perturber l'équilibre de cette île sacrée. Il y a un truc un peu comme ça en Vendée. Il se passe des milliers de choses super spirituelles et étranges. Là, regarde, on sort de 3 jours de week-end où on avait le Vendéva, qui est le festival tahitien au Sable d'Olonne. C'est-à-dire que les Tahitiens, ils sont venus avec leur pirogue et ils ont fait des courses dans le chenal du Vendée Globe et je me dis mais d'où ça sort cette espèce d'énergie centrifuge ? Les gens viennent et il se passe des trucs et ils repartent et en même temps j'ai l'impression que le reste du monde n'est pas au courant que la Vendée c'est ça. Tu vois ? C'est clair. C'est comme si c'était caché, comme si le culte était à l'intérieur et qu'autour il y avait un espèce de brouillard qui fait que le reste de la France pense encore qu'on est des ploucs. Je dis ça y est, je suis intégrée en Vendée, tu vois. Je suis une Vendéenne. Tu vois, il y a un truc un peu mystique. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Non, mais c'est intéressant. Puis, tu vois, ça me fait penser au parallèle là, du groupe WhatsApp que je lance et puis du défi 7 jours que j'appelle Visible. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible ici. Mais tu sais, je sais pas... Pourquoi pas aussi par rapport à ce qui a été vécu ici, genre comme une protection, tu vois. Comme une protection, comme un retrait ou une barrière qui fait que c'est incroyable ce qui s'y passe, mais il faut vraiment y vivre, ou y venir, ou c'est pas n'importe qui a accès à ça, tu vois. Il y a comme un espèce de rite de passage ou autre, et que tu peux rester dans tes croyances et ça reste invisible ce truc-là, parce qu'effectivement il y a vient qui honore ou qui sera assez prêt à venir voir et s'installer en Vendée et détacher des préjugés et aussi connecter à sa spiritualité en vrai. Pour moi, il faut et reconnecter à ses racines, tu vois, comme je disais en démarrage, si je suis arrivé aujourd'hui à apprécier autant le Puy du Fou, c'est parce qu'il y a eu un gros travail sur les racines, sur le père, sur la mère, sur Bert Hellinger qui parle, donc fondateur des constellations familiales, qui parle vraiment de s'incliner devant sa lignée, ses parents, de ne plus être en rejet du tout. Et je sais très bien, même sûrement beaucoup parmi vous qui nous écoutez, c'est encore genre impossible pour vous de vous imaginer papa et maman devant vous, de vous incliner devant eux et de les remercier pour la vie qu'ils vous ont transmis, et puis d'honorer la lignée, parce qu'il y a sûrement eu plein de choses, mais ça c'est incroyable hein, quand on arrive à vraiment accepter nos parents et nos lignées tels qu'ils sont, malgré toutes les choses qu'ils aient pu commettre, et d'avancer libéré de ça pour pouvoir maintenant incarner quelque chose de différent, donc d'honorer ses racines pour ensuite continuer à pousser dans une direction qui nous ressemble et qui porte finalement toute l'énergie de la lignée mais connectée, plus en rejet quoi. La guérison elle est incroyable, et moi c'est pas pour rien justement que je me guéris avec la France et son histoire, parce que j'ai guéri mes racines aussi familiales. Donc j'en parlais avec une cliente qui est partie 2 ans Bali et compagnie en Inde et tout, qui là revenait chez elle et en gros je disais mais ouais, elle a l'impression de pas avancer dans son business, dans sa vie autre, et que ce qu'elle a fait finalement c'était juste de l'agitation. Exactement, parce que rester chez vous pour transformer ce qui s'y passe, et des moments où vous avez besoin d'aller à l'extérieur pour dire ah merde je suis en train de fuir et je le vois d'un autre point de vue, mais c'est ici que vous allez régler les problèmes de racines, et c'est surtout papa maman et la lignée, tous ces non-dits, tous ces viols, incestes, tous ces trucs qui ont pu être portés et autres. Il y a des choses à les clarifier et à mettre en visibilité. Donc ce travail-là fait que si on arrive en Vendée, qu'on est touché par ça, c'est parce qu'il y a sûrement un chemin qui nous amène à nous reconnecter aussi à nos racines, qui du coup nous connecte aussi aux racines françaises, parce que l'histoire de France est vraiment mise en avant. Et Bert Hellinger en parlait aussi, c'est comme je disais, c'est faire le deuil, ne plus être dans la vengeance, mais faire le deuil, c'est-à-dire reconnaître toutes les personnes de nos lignées, mais également du pays à plus grande échelle, si on prend cet égrégore-là, des personnes qui ont souffert et qu'on n'a pas reconnues, en fait, qui sont mortes comme ça, sans être pleurées,
sans qu'on fasse le deuil, et que ça aussi, ça retient beaucoup dans l'invisible les âmes. Tant qu'elles sont pas justement aussi montées dans la lumière, elles peuvent rester bloquées. Donc c'est aussi d'être pleuré, d'être reconnu, c'est immense comme symbole. Il n'y a pas besoin de se venger, d'aller en vouloir à la République ou quoi que ce soit, non, juste de les reconnaître. Et je trouve que c'est un super bel acte magique qu'il a fait, en fait, Philippe de Villiers. On va vous reconnaître déjà, puis il en a fait un spectacle, puis tout un univers autour, mais juste déjà, on va vous pleurer, en fait, parce que vous n'avez pas été pleuré comme il se devait à l'époque, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense effectivement, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Je peux pas tout reprendre, mais je pense qu'effectivement, il y a une sorte de rituel de passage en Vendée. Je me souviens que quand j'étais petite et quand on venait ici en vacances, on était de l'Essonne, et on venait de la Beauce, hein. Donc on était plutôt des ruraux, et notre voisin, Monsieur Justin, paix à son âme, nous voyait toujours arriver en disant « Ah, les Parisiens, vous les Parisiens !» Je m'en souviens très très bien. Il y avait une espèce de rejet de ce qui venait de l'extérieur. En tout cas, manifesté par cette personne qui faisait partie de mon entourage au Sable d'Olonne à l'époque. Et que effectivement, alors moi ce qui est intéressant, c'est que j'ai 10 ans de vie en Angleterre entre 2012 et 2022, et que je suis rentrée en France d'abord en passant en région lyonnaise pendant 1 an et demi, et après j'ai voulu rentrer entre guillemets à la maison. Et je suis rentrée à la maison, pas en Essonne, mais en Vendée, là où ma mère a déménagé quand elle a pris sa retraite, et avec qui j'ai une relation qui demande encore du travail. Donc c'est en me rapprochant de ma mère, de ma lignée, en acceptant après 10 ans on traite pas le dossier parce que je suis loin et que ça nous arrange d'une certaine façon, et puis moi j'étais devenue jeune maman et j'étais dans une autre culture. On me l'avait dit, il y a un membre de ma famille qui me l'avait dit quand je suis partie en Angleterre. Ah, je comprends pourquoi tu t'en vas. Et moi j'étais là, moi je comprends pas, je m'en vais parce que j'ai une opportunité professionnelle. Et oui, évidemment, dans la 3D, mais d'autres choses se jouaient. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée en France après. Et quand j'ai choisi de revenir ici, c'était une évidence que en revenant ici, spécifiquement en Vendée, et je dis revenir alors que je n'y ai jamais habité à l'année, tu vois, je revenais à mes racines en France, mais dans ce lieu qui fait partie de mon ADN et proche de ma mère, c'est-à-dire qu'on vit littéralement à 2 rues l'une de l'autre, et on l'a même pas fait exprès. Donc il y a vraiment le fait de rouvrir ce dossier-là, c'est comme si les portes de la Vendée, et j'ai trouvé mon appartement tout de suite, alors que les Sables d'Olonne, c'est un endroit qui est surpeuplé, où il y a beaucoup de problèmes de logement. J'avais un dossier nul, je suis au RSA, je revenais de l'Angleterre, j'avais rien. Et en fait, ma mère croise le monsieur qui est mon propriétaire aujourd'hui sur un trottoir, en relevant les coordonnées de sa femme à lui, qui est naturopathe, dans l'espoir de peut-être collouer le cabinet de naturopathie. Et en fait, en discutant sur le trottoir, ma mère se rend compte que ce monsieur qui tenait des gîtes, qui est donc propriétaire de cet ensemble d'habitations, ne fait plus gîte, mais location à l'année. Et il lui reste un appartement à louer à l'année, qui pourrait m'accueillir avec ma fille, et j'ai pas besoin de monter de dossier parce que il l'a croisé dans la rue, alors il lui fait confiance. Enfin, les portes se sont ouvertes, alors que ce n'est pas un milieu qui me semble, un endroit, une localité qui me semble extrêmement accueillante dans la 3D, parce qu'encore une fois, surpopulation et difficulté de logement, mais aussi dans l'archétype un petit peu du peuple vendéen. Et je reviens là avec ce dossier famille. Voilà, moi je viens là pour me reconnecter à ma mère, travailler sur le dossier, rouvrir le dossier, me réimplanter en France avec ma fille qui est binationale, moi aussi par ailleurs, puisque j'ai obtenu la nationalité anglaise. On est franco-britanniques toutes les deux, on arrive en Vendée, la Vendée dit bonjour. Bonjour. On a des choses aussi à soigner entre les Français et les Anglais, par ailleurs. On en a beaucoup parlé aussi après notre visite du Puy du Fou. Et ce que tu disais vers la fin, par rapport à déjà on va commencer par pleurer ceux qui sont morts et pour lesquels on n'a jamais pu pleurer. Je pense que on a aussi cette capacité quand on va au Puy du Fou de ne pas se braquer. Et je m'en suis rendu compte en voyant le spectacle du Dernier Panache, quand ma fille de Violette de 7 ans me demande: maman, c'est qui les méchants dans l'histoire? Tu vois, et je me retrouve à devoir réfléchir à la question. Parce qu'on voit les royalistes, représentés par les Vendéens, qui font opposition lors de la Révolution à l'implémentation de la République, mais aussi qui essayent de défendre leur territoire face au massacre organisé, ou plutôt désorganisé, que va subir le peuple vendéen, parce qu'on décide, au lieu de faire venir des émissaires, de la conversation, du dialogue, de créer du lien, on décide que finalement on va peut-être tout brûler. Ce sera beaucoup plus rapide. Ok, on va quand même pas s'encombrer, on va plutôt les exterminer. Et là, ma fille me dit: mais c'est qui les gentils, c'est qui les méchants?
Et effectivement, ça fait réfléchir sur, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des gentils ou des méchants ? Je sais pas si je peux le poser en tant que tel. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que on décide à un moment donné d'exterminer un peuple pour des convictions. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est l'intention de « on va vous exterminer parce que nous, on a raison et vous avez tort ». Et ça, c'est pas OK. Tu vois ? Mais ça, tu le transposes avec n'importe quel protagoniste, en fait. Donc, je pense que vraiment, si vous allez au parc avec cette espèce d'irritation autour du « ouais, mais c'est quand même un parc de royalistes, des trucs et machin », juste voyez l'archétype et le symbole. Parce qu'il se passe encore des choses dans le monde aujourd'hui, très présentement, où juste les protagonistes portent des noms différents, et pourtant, on est complètement outré de voir ce qui se passe. Okay ? Parce qu'à un moment donné, c'est pas c'est qui les gentils, c'est qui les méchants, c'est qui est-ce qui essaye de prendre le pouvoir sur les autres, et en se faisant décide que le but ultime, c'est juste d'avoir raison, et que la fin justifie les moyens. Donc on va juste... à l'époque, c'était effectivement exterminer avec des baïonnettes. Mais ça peut être maintenant les armes chimiques ou n'importe quoi. Le sujet reste débattu aujourd'hui, quel que soit le nom du protagoniste. Et pour ça, ce parc fait vraiment, vraiment réfléchir. Tu sais, il en parlait aussi, Bert Hellinger, par rapport aux forces un peu profondes et sous-jacentes qui sont celles de l'humanité. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans lequel on est. Donc de toute façon, on n'a pas le choix auprès des grandes directions, des grandes mouvances. Et que ce qui se passait avec la Révolution française, de toute façon, on ne pouvait pas résister contre. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, c'était quelque chose d'évolution. Donc les Vendéens, de toute façon, même plus nombreux, même bien organisés encore plus, on ne pouvait pas aller contre. Et effectivement, il y a eu aussi quelque chose de très violent, déjà dans leur résistance au changement sociétal. Et effectivement, les bons peuvent être les méchants et les méchants peuvent être les bons. Hein. Tout est un, on est toujours dans cette ombre et cette lumière en fonction de où on se positionne, de la situation ou autre. On peut voir les deux chez chacun des participants, que ce soit côté royaliste ou côté républicain. Et il y a aussi l'idée que, pour moi, ils sont allés vite, fort et violents parce qu'il y avait un rejet immense aussi des racines chrétiennes et royalistes de la France par rapport aux souffrances qu'ils avaient subies aussi. Donc on fait table rase et il n'y a juste pas moyen, quoi. Il y avait un espèce d'élan vengeur et tellement aussi en rejet de « ouais mais les gars, vous venez aussi de là ». Donc très bien, maintenant on a bien vu les excès, on a bien vu ce que ça pouvait créer dans le cadre de société que vous avez, et en même temps ça marche très bien en Angleterre avec encore un roi aujourd'hui, et qu'on aurait pu transitionner autre. Il y avait une espèce de on coupe tout, quoi, et on coupe les têtes, fallait une rupture. Et surtout on coupe nos racines finalement. Il fallait une rupture, et la France, j'avais lu ça, j'ai plus quel livre ou contexte, autour des lignes d'énergie qu'il y a par rapport à on appelle ça la géobiologie ou autre, c'est vraiment l'harmonie par le conflit, si tu veux. Nous, on est une terre de conflit. On est une terre de rupture, on est une terre de confrontation. Donc c'est virulent, c'est tranchant, c'est percutant, mais ça évolue. Et effectivement, ça se fait jamais dans la douceur, ça se fait par cassure. Et ça nous aide à évoluer. Et aujourd'hui, on arrive après à se reconnecter, mais effectivement, il y avait à cette époque un grand rejet de tout ça, quoi. Et ce qui est compréhensible, les violences qu'ils ont subies aussi, des rois, de la société royale à l'époque. Enfin bref, mais la Révolution est aussi très très sanguinaire. Et il y a pas. Et sur des bons idéaux, il y a eu effectivement quelque chose de sanglant, incroyable, et dans une espèce de sauvagerie avec tout ce qui s'est passé après, c'est incroyable, quoi. Mais il y a aussi toujours l'idée de reconnaissez d'où vous venez et faites différemment. Vous êtes loyal en étant déloyal, en fait. C'est ok, on passe à autre chose, mais à quoi bon, à part laisser des ressentiments et des violences profondes dans des lignées, des générations où il va falloir traiter tout ça, ce que fait aussi très bien, je pense, Philippe de Villiers avec sa lignée. Il fait le taf, en fait, des souffrances qui n'ont pas été libérées dans les générations précédentes, en particulier avec sa lignée à lui, quoi, avec son transgénérationnel. Donc il fait le taf, et c'est très bien. Et que nous, on va faire aussi ça en allant le voir, parce qu'il y a sûrement dans nos lignées des membres de chacun des camps, quoi. Et qu'il y a aussi ce côté on vient purger ça, on vient libérer ça, on vient honorer ça, et pleurer les morts des deux côtés, quoi. Alors, Bert Hellinger, que tu cites depuis tout à l'heure, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le père des constellations familiales. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être rapide, c'est le père des constellations familiales. Ouais. Oh, mais c'est un bon rappel. Oh, t'inquiète, non, mais il faut toujours le rappeler. C'est incroyable ce qu'il fait. Et effectivement, c'est l'ordre de l'amour. Comment ça circule, cette énergie d'amour, que ce soit dans notre système familial, mais également dans le système sociétal, national, mondial. Comment l'ordre logique des choses circule, et comment il y a des gros nœuds dans ces problèmes de famille
qui nous empêche de vivre une vie plus épanouie, de libérer ce qu'il y a à libérer, qui nous font porter des poids qui ne sont pas du tout à nous, mais qui nous revient la responsabilité de libérer parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ça, nos aïeux. Donc on est là pour faire le taf. Et puis par moment, effectivement, il peut y avoir aussi, on le voit dans les vies, dans le transgénérationnel, et on avait vu ça sur la signification des prénoms et compagnie. Il peut avoir aussi, racheter la mort ou le mariage avec un Allemand, pas le mariage, ou une union avec un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, ou des personnes mortes. Il y a plein de choses qu'on vient récupérer en fait, et qu'on vient par notre prénom déjà transmuter, libérer, honorer, parce qu'il y a eu des grands deuils, il y a eu des grandes morts, il y a eu des choses violentes, choquantes, et qui sont restées là et qui se transmettent dans les gènes. C'est montré. C'est prouvé scientifiquement que les traumas, comme pour la Shoah et compagnie, se transmettent dans les gènes, clairement, littéralement. Donc on est aussi là à libérer ça ou à porter ces gros poids qui ne sont pas à nous, mais de les mettre en conscience, que ça soit par l'action d'aller dans un lieu comme le Vendée Globe, je vais le dire sûrement, mais également le Puy du Fou, ou en faisant du shadow work, des constellations familiales, ou comme on fait nous avec le PKS, ça vient honorer ça, quoi. Mais c'est fou. Mais par contre, le travail de reconnecter à ses racines est pour moi indispensable si on veut être un être humain aligné et médium entre ciel et terre sur cette terre, quoi. Et nous, on le fait au service. Le miroir, c'est le business, parce qu'effectivement, tu développeras pas ton business qui demande de la structure, de l'enracinement et aussi de la connexion à une énergie d'amour plus grande. Mais si t'es bloqué par tes racines parce que l'amour ne circule plus à cause de problématiques anciennes, ça pourra pas marcher. Donc pour moi, notre ouverture, c'est l'argent et le business. Mais pour la vie perso, ça change énormément de choses. Le couple, la relation, les personnes que vous attirez, le travail des racines est fondamental, quoi. Et peut-être que ça commence par venir au Puy du Fou et d'aller se reconnecter en fait à la France, en fait. Vous savez pas ce qui s'est passé dans vos aïeux, qui a combattu, de quel côté, de qu'est-ce qu'il y a eu, et si on remonte vraiment très loin, il peut y avoir plein de mémoires qu'il est temps d'honorer, parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des personnes qui vous ont permis d'arriver jusque là. Et que rien que déjà ça, on peut remercier toutes ces lignées, peu importe de quel côté ils étaient, pour nous avoir transmis la vie, quoi. On peut vraiment s'incliner devant eux parce qu'ils ont tenu bon dans des moments bien plus difficiles que 2025 avec ChatGPT et les réseaux sociaux. Et ils ont tenu bon, quoi. Donc c'est ouf, malgré effectivement les hauts et les bas de cette vie incroyable. Et en particulier aussi en France, mais bon, tous les autres pays du monde aussi sont concernés. Alors vous l'aurez compris, l'axe du Puy du Fou à la base de la base, c'est valoriser cet épisode de guerre de Vendée. Et puis, à mesure que le projet prend ampleur, c'est valoriser la France. Mais, comme le dit Julien, ou il vient nous le dire, d'une certaine façon, ne vous braquez pas non plus si vous venez d'une autre ethnie. Allez quand même au Puy du Fou, parce que ça va venir secouer de toute façon votre relation à vos racines et à votre culture. Encore une fois, et l'analogie peut se transférer là-dessus aussi, le nom des protagonistes, finalement, on s'en fiche un petit peu. Quand vous voyez un spectacle qui vous parle d'une civilisation ruinée, d'attaques barbares, d'exil, vous allez taper dans vraiment des grandes problématiques qui peuvent avoir touché votre ethnie et votre lignée également. Donc, il y a quelque chose pour tout le monde, je pense, et évidemment que ça met en valeur le patrimoine français, mais ce n'est pas une glorification du patrimoine français. En tout cas, moi, je le vois pas du tout comme ça. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir une autre grille de lecture, me semble-t-il. Ce n'est pas juste une valorisation du patrimoine français au détriment de tous les autres patrimoines. C'est un parti pris, mais les sujets sont archétypaux et universels. Donc, encore une fois, passez au travers de la grille de lecture et prenez ce que vous avez à prendre. Il y a forcément des spectacles qui vont venir vous secouer, mais vraiment profondément, dans des conceptions qui peut-être vous échappent aujourd'hui ou pour lesquels vous avez refermé le dossier temporairement. C'est évident. Et vous allez peut-être même pas comprendre pourquoi sur le moment. Parce qu'effectivement, si ça se trouve, c'est dans le spectacle avec les mousquetaires. Les mousquetaires de Richelieu que vous allez faire. Oh mon Dieu. Il y a tout mon passé africain qui ressort. Je sais pas, juste parce que, encore une fois, les thématiques sont universelles. Et effectivement, comme chaque spectacle, comme le lieu, tout porte un champ énergétique. C'est comme quand vous écoutez une musique, quand vous entendez une personne ou vous regardez un film, il va y avoir des fois peut-être des pleurs, des émotions, des frissons. En fait, ça va venir vous déclencher parce que dans le champ énergétique, il se passe des choses. Mais des fois, vous savez même pas pourquoi, mais il va se passer des grandes émotions, des grands souvenirs, des grands trucs. Oh,
Donc il faut juste se déplacer et aller dans ces lieux-là ou faire des expériences pour déjà s'y connecter et libérer des choses, quoi. Remettre de l'ordre un peu dans votre champ énergétique, dans votre système, connecter à un autre système qui est celui du Puy du Fou, qui a été honoré, amplifié, structuré depuis 40 ans. Donc on voit que c'est fluide, on voit que ça circule incroyablement, on voit l'attention particulière sur l'organisation, sur les spectacles, sur l'application internet, sur l'organisation générale, sur le timing, sur les queues. Bon, même si on trouvait qu'il y avait un peu... En même temps, ils avaient pensé leur truc, c'était un peu large, mais au moins ça remplit hyper vite les 6000 places du signe du triomphe, là. Genre, vous voyez une course de chars comme dans un film Bénure et un film d'époque, genre, mais où vous voyez ça en France, déjà c'est mort, et dans le monde en fait, il y a 20 personnes dans le monde qui conduisent des chars, en fait, on appelle ça des origes, et peut-être 20, je crois, en plus ils en parlent dans un documentaire, il n'y en a pas bien plus, mais genre les amis, il y en a la moitié qui sont au Puy du Fou. Ils ont une école de ça, ils ont l'académie, ils forment les gens, et on voit à quel point ça s'est ramifié dans tous les sens, ça s'est enraciné, c'est puissant, c'est structuré, on se sent jamais étouffé, sauf dans certaines queues où c'est un peu long, mais on est plein d'émotions. Quand vous faites les Amoureux de Verdun, qui est un parcours immersif, qui est une idée incroyable de faire du parcours immersif, c'est-à-dire vous marchez, vous déambulez dans un truc où c'est bien cadré, vous savez où aller suivre, et puis il y a des musiques, des ambiances, des décors incroyablement faits. Et puis également des personnages réels qui passent. Donc là on est dans les tranchées, donc il y a ça tonne de dans tous les sens, ça fait hyper peur. Violette, elle a eu méga peur et tout. Et puis du coup on voit une personne qui passe, attention, genre habillée en soldat, qui passe dans la tranchée, c'est un vrai être humain, on est là, on hallucine et tout. C'est incroyable. Moi je l'ai fait 2 fois, j'ai trouvé ouf. Clovis on l'a fait 2 fois, c'était ouf. Non, toi tu l'as fait 2 fois, moi j'ai fait qu'une fois. Oui, je l'ai fait 2 fois. C'était incroyable, à chaque fois on est pris dedans comme si c'était un film qui bouge, les acteurs répètent, il y a une espèce de chorégraphie et d'harmonie incroyable. Ça c'est pareil, tellement inspirant de voir à quel point quand on est dans la même direction on devient tellement excellent, qu'on améliore, qu'on réitère, qu'on trouve des solutions. Ils ont lancé leur propre blanchisserie, ils font leurs impressions eux-mêmes, ils ont leur imprimerie dans le truc, ils ont leurs propres animaux, ils élèvent, ils ont une animalerie incroyable, ils forment les gens, ils ont tout fait. Ils font tout en local, et ça c'est une grande force aussi, en mode on va tout développer nous-mêmes. Et on va pas demander de financement public. Alors qu'il était quand même très connecté au monde politique, Philippe de Villiers, président de région et tout ça, tu vois. Mais genre, on va vraiment être en autonomie, en indépendance, et personne va nous faire chier. Et nous donner son avis ou nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire comme nous, on a décidé de le faire. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point ça danse d'une manière folle. Et que je me faisais la réflexion, quand on va dans ce parc, t'as pas l'impression que ça attire 3 millions de personnes. Non. Tu vois, à part le signe du triomphe où tu dis il y a du monde, jamais tu te dis putain c'est blindé haut, c'est tellement bien amené, il y a plein d'arbres, c'est très verduré, il y a plein de petits villages, de petits endroits, de quoi boire. On n'a jamais attendu de ouf pour acheter des choses à manger. De toute façon on avait nos pique-niques que moi je portais et en fait on était je sais pas, ça paraissait tellement fluide et bien organisé alors qu'il y en avait du monde, hein. Il y avait un paquet de monde et que c'était quelque chose de fou, quoi. On y allait fin mai, donc je pense que c'est quand même pas la même soupe en juillet et en août, on va pas se mentir. Mais effectivement, on s'est fait la remarque, dès qu'on est arrivé au parking le premier jour, la fluidité, les amis, la fluidité. C'est-à-dire que tout de suite... C'était un balai de voiture, quoi. On s'est rendu compte qu'on était une quantité incroyable de personnes en voiture. On arrivait d'absolument toutes les directions, mais tout était fluide. Il n'y a pas eu de bouchon. Alors ok, on roulait à 10 à l'heure. Ok. Mais quand tu arrives dans les parkings, tu as une personne qui te dit où aller, qui t'emmène vers une autre personne qui te dit où aller. Il n'y a pas eu d'accrochage. C'était incroyable. Même quand on a passé la sécurité. Alors, Julien, lui, s'est fait arrêter les 3 jours parce qu'il avait quand même un très gros sac à dos rempli de sandwichs et de toute la nourriture pour sa petite famille. Et puis, comme il a une barbe, bon, je pense que il a fallu l'arrêter. Violette, elle, avec son sac à dos, elle est passée crème, tu vois. Mais alors, Julien, il est passé au contrôle. Les 3 jours. Mais pareil, ça c'était super fluide. Et une fois que tu es sur le parc, tu as l'application. Et là, je pense qu'on peut commencer à rentrer dans la technicité de la technique. Parce que évidemment, ça vient réveiller et brasser tout un tas de choses de l'ordre du transgénérationnel, de ta lignée, de tes émotions profondes. Tu sais pas pourquoi tu pleures au début des spectacles. Moi, les amis, je n'ai jamais su, le premier jour, si je pleurais en début de spectacle parce que je pleurais ou parce que c'était la poussière du chemin qui était dans mes yeux. Et c'est pas une blague, hein. Il faisait très chaud. Et comme tu patientes pendant quand même un certain temps dans les files d'attente avant les spectacles, ça soulève de la poussière. Et puis là, comme c'était un vendredi, il y avait tous les cars scolaires avec les enfants qui jouaient un petit peu dans les files d'attente. Littéralement, les amis, j'ai pleuré à chaque début de spectacle le premier jour. Après, ça allait mieux. Je pense que mon système, comme disait Julien, parce que j'en ai parlé, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?
En même temps, je m'en doutais un peu que ça allait me faire pleurer. Mais pourquoi je pleure en début de chaque spectacle ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Julien, le deuxième jour, quand on voit que ça se calme, me dit c'est sûrement ton système qui commence à se faire au truc. Donc évidemment, ça vient remuer tout ça. Mais alors le côté pratico-pratique du parc, faut quand même en parler, les amis. C'est-à-dire que Julien nous dit tout à l'heure, ils ont leur imprimerie. Tous les jours, ils impriment leur programme. Et on parle pas de programme sur une feuille A4 en noir et blanc plié en deux, les amis. On parle programme couleur, beau leaflet. Tous les jours, ils impriment leur programme. En français, anglais, espagnol, je crois. En tout cas, il y a plusieurs langues. Et ils mettent ça à l'entrée. Parce que tous les jours, les horaires de spectacle changent. En fonction du temps qu'il fait. C'est-à-dire que les jours où il pleut, ils mettent plus de spectacles en intérieur. Non mais c'est fou, les amis, c'est fou. Quand il fait beau, ils valorisent les spectacles en extérieur. Et puis, au-delà du fait que tous les jours, il y a des nouveaux programmes par, je sais pas combien ils en impriment, mais en tout cas, la guitoune, elle est pleine quand tu passes. Ils ont une application. Et donc, l'application, elle te demande bonjour, tu restes combien de temps ? 1 jour, 2 jours, 3 jours ? Ils sont pas encore au point sur 3 jours. Mais déjà, si tu mets 2 jours, ils vont te dire très bien quelles sont vos attractions préférées, nature et animaux, cascades, combats, spectacles historiques, donc tu choisis tes centres d'intérêt. Et puis après, on te donne juste entre guillemets, on te donne 2 options. Est-ce que tu veux te faire accompagner par Catherine du Puy-du-Fou ou Ragnard le Viking, qui sont en fait 2 parcours différents, et tu cliques sur un. Et il te design toute ta journée. C'est-à-dire avec les spectacles que tu vas voir, les immersions que tu peux aller voir entre les spectacles, les déambulations que tu peux faire en allant d'un point A à un point B. Et puis, ils te font le parcours. Alors, je pense qu'il y a 2-3 trucs à améliorer. Mais franchement, on va pas leur jeter la pierre parce que c'est très bien fait. Et je crois que c'est le premier jour quand on mangeait notre pique-nique du midi, on a vu passer 2 jeunes filles qui sont venues poser des questions aux personnes qui étaient à côté de nous et qui leur ont dit, on est des étudiantes à Nantes. Et on a développé l'application, on voudrait avoir le feedback pour voir ce qu'on peut améliorer et tout. Donc je pense que on va les laisser tranquillement, vraiment bien structurer le truc, mais ça fonctionne déjà vachement bien. Et ça, les amis, mais quel confort. Parce que moi, je me souviens, il y a 20 ans, tu prenais ton petit papier et il fallait que tu entoures les spectacles que tu allais aller voir et que tu te précipites. Parce que fallait vraiment traverser le parc à gauche, à droite et en travers. Là, c'est beaucoup plus structuré et ça suit presque un flux harmonieux, en fait, tout au long de ta journée. C'est assez incroyable. Et c'est que tu peux arriver à ce niveau-là d'organisation et de structure que parce que tu restes dans la même direction. C'est pour ça que nous, on se bat dans le réveillé et pour les personnes qu'on accompagne. Et nous-mêmes, à ne pas faire d'autres verticales que celles qu'on est en train de développer dans notre activité parce qu'on aurait envie d'aller dans plein de directions différentes. Mais eux, ils sont restés là. Le parc, mais tous les 10 ans, tu disais, il y a un bloc, un ciné-cénie, le parc. Ensuite, il y avait l'académie, tu vois. C'était tous les 5 ans et là, je crois qu'ils ont réduit à tous les 2 ans. Il y a un nouveau spectacle. Et les nouveaux spectacles et tout, mais maintenant c'est beaucoup plus facile parce que la grosse base machine fonctionne tellement bien qu'il y a juste à rajouter puis d'harmoniser à différents endroits et tout. Et c'est incroyable parce que si tu restes dans la même direction, ton entreprise devient incroyable. Ton projet créatif devient incroyable et ramifié et tu convaincs de plus en plus de monde et tu rayonnes de plus en plus, puis tu améliores, tu changes les trucs. La technologie t'aide à faire des nouvelles choses que tu ne pouvais pas faire avant. Tu vois, comme les puces RFID qu'ils mettent dans leur laverie pour reconnaître à quel degré, quelle machine, quel machin. Ils ont tout pensé pour que ça soit hyper pratique pour les costumes, pour laver et tout. Les spectacles, comme tu le disais, les répétitions et de faire en sorte que tout danse en harmonie, tu sais, comme une belle fourmilière où tout est incroyablement naturel et comme le balai de voiture où nous, tu vois, genre ça circule, c'est fluide, c'est cul à cul un peu, mais ça circule, il y a jamais de problème. On a vu une fois une queue qui a été doublée, c'est à la fin, tu vois, où il y a eu un peu de tension. Et en vrai, tout le reste, c'était quand même vachement calme. Malgré tout le monde, pas de problème, pas d'agressivité, juste des enfants un peu excités, quoi, tu vois, surtout le jour des scolaires, vendredi. Mais sinon, c'est incroyable qu'il y ait autant d'harmonie et de fluidité avec autant de monde à la fois, avec de la chaleur, avec un nouveau spectacle qui était l'épée du roi Arthur, c'était incroyable. On a eu toujours des tables pour manger. Jamais, tu vois, alors qu'il n'y avait pas des milliards de tables, hein. On a eu toujours des tables pour manger, on s'est posé, manger nos petits pique-niques, jamais attendu hyper longtemps pour prendre un café. Les toilettes étaient toujours propres de partout. Il y avait, on a vu cette personne là avec son sac, plein de sacs de poubelle pour qu'il venait changer, tout ça. Ils ont même des espèces de ceintures à sacs de poubelle. Enfin, tout est prévu pour. Et franchement, incroyable d'harmonie, de fluidité. C'est vraiment bien pensé parce que ça a été travaillé et répété. Là, il y a du yang, il y a du masculin, cette énergie-là de structure qui fait que
on a une grande vision et on va faire en sorte de mettre tout ce qu'il faut pour que ça soit une belle cathédrale, tu vois. Et ils en ont mis des pierres, ils ont pris le temps, mais aujourd'hui ils en sont là et c'est pas fini parce qu'ils continuent à développer. Et quel beau projet entrepreneurial, quoi. Quel beau projet, quoi. Et puis la technologie aussi dans les attractions. C'est-à-dire que on va pas tout vous spoiler, mais je crois pas avoir vu un seul spectacle, même ceux que j'avais déjà vus avant. Alors après, ils les ont réécrits depuis la dernière fois que je suis passée. Et on se doute bien qu'en 20 ans, il y a eu l'opportunité d'inclure des prouesses technologiques qui étaient impossibles à l'époque. Mais je me suis fait la remarque, il y a pas eu un spectacle où à un moment donné, j'ai pas fait « Waouh !» Parce que t'as l'impression qu'ils te donnent tout. T'as l'impression qu'ils t'ont tout donné. T'as vu les cascades, t'as vu les mecs se battre, t'as vu les animaux, t'as vu les acrobaties. Et puis quand tu crois qu'ils ont tout donné, t'arrives vers la fin de l'histoire, ils te sortent un truc, et on est là, waouh, ils t'en mettent une couche. Et là, tu te rends compte aussi que, et ils le disent bien dans le livre, les gars, ils partent de leur vision, et si la technologie, elle n'existe pas encore, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont l'inventer. C'est-à-dire que le dernier Panache, par exemple, c'est pas le spectacle qui m'a le plus marqué. Mais il faut quand même admettre que même si j'étais prévenue, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au moment où ça s'est mis en place ? C'est-à-dire que tu es assis dans un gradin, dans une salle, comme une très 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 grande salle de cinéma. Et tu as un écran devant toi qui fait 180 degrés, je pense. Mais quand je dis un écran, les proportions sont immenses. Pensez pas à un écran de cinéma, c'est immense. C'est un paysage qui fait donc le tour de ton champ de vision, on va dire. Et à un moment donné, les panneaux du décor s'ouvrent, ils coulissent, comme ça, c'est beau. Et puis ça tourne. Et au moment où ça tourne, je me fais oula. Et ça m'a fait un petit peu la même sensation si vous avez déjà visité Disneyland, que quand on est dans le Star Wars. Vous savez que vous êtes dans une cabine et que en fait la cabine elle fait que des mouvements assez petits en fait, gauche droite, ça se penche, mais sauf que vu ce qu'on te projette devant, t'as l'impression que t'es vraiment dans l'espace et que tu vas à toute vitesse et ça tombe et t'as mal au cœur et au moment où le décor commence à bouger dans le dernier panache, je fais oula. Et mon système me dit t'es un petit peu de nouveau dans Star Wars, est-ce que tu vas être malade et tout. Et en fait je le savais mais j'étais pas très sûre. Je savais que ça tournait mais je croyais que c'était le décor qui tournait. Non, c'était pas le décor qui tournait, c'était nous, notre plateau avec des milliers de gens. Il faudrait que tu re-regardes combien il y a de personnes dans la salle sur le dernier panache. Le plateau sur lequel il y a tous les gradins et tous les gens tourne pour voir différents plateaux en fait, différents décors, différentes scénettes et donc t'as l'impression que c'est le décor mais c'est pas le décor, c'est toi avec tes milliers de tonnes en fait. Ils ont inventé la technologie pour faire tourner tout le plateau. Tout va bien. Pareil dans Le Mime et l'Étoile qui était tout en bas de ma liste de priorités dans les spectacles à voir. Je m'attendais pas du tout à ça. Le décor à un moment donné s'ouvre sur une scène absolument féerique. Tu t'en es déjà pris plein les mirettes à ce moment-là parce qu'ils te font défiler tout le décor derrière les protagonistes qui eux sont sur un tapis roulant. Il y a 2 tapis roulants donc ça leur permet d'utiliser des véhicules, de marcher à différentes vitesses, d'avoir des gens qui se croisent. Le décor derrière il est soit diffusé avec des projecteurs, soit il est vraiment construit et il défile lui aussi en fait. Donc ils peuvent rentrer dans le décor là. Et à un moment donné il y a tout qui s'ouvre avec un autre décor derrière, avec un manège. Pareil, je vous en dis pas forcément plus. Et même si je vous le disais, parce qu'on l'a vu en reportage et on s'était pas rendu compte. Faut vraiment être sur place pour le vivre. C'était incroyable. On était là, waouh. Alors évidemment Violette, 7 ans, waouh, c'est beau, truc machin. Mais nous, pareil, 40 ans, on était là, qu'est-ce qui se passe quoi ? La technologie, puis tu sens, à nos âges évidemment, tu sens tout le travail qu'il y a eu derrière. Et moi j'ai une énorme révérence quand je vois que le travail ne se voit pas, mais je sais qu'il y a énormément de travail derrière, tu vois. Les gars ils dansent, ils marchent sur leur tapis roulant, les décors ils s'ouvrent et tout, et je suis là, mais combien de temps il va défiler le décor ? C'est-à-dire que, et les gars ils changent de costume, on sait que c'est des petites équipes en plus de comédiens et de danseurs qui se recyclent beaucoup sur les mêmes spectacles, et changent de rôle et passent d'un spectacle à l'autre, et là je suis là, mais c'est pas possible. L'organisation les amis, le design du truc, et le fait d'avoir créé la technologie qui va avec, c'est-à-dire que là sur ces dernières années, leur dernier spectacle, dernier au pluriel, spectacle au pluriel, ils ont reçu des prix quand même du monde entier, dont je crois Le Mime et l'Étoile, il a eu un prix d'Hollywood, il y en a un qui a eu le prix de Venise, je veux pas vous dire de bêtises, mais là ils ont deux spectacles au moins primés sur les derniers qu'ils ont fait, donc ça veut dire que a priori ce sera exponentiel. Et puis ils ont commencé, ils ont bien construit leur village nocturne, ce qu'ils appellent, donc leur complexe hôtelier. Alors c'est pareil. En fait, ils sont allés, comme disait Julien, sur la même verticale et ils ont répondu à des problématiques qui se posaient. C'est-à-dire qu'une fois que le parc a été créé et que les gens ils étaient occupés dans la journée
et que ça a commencé à grandir, bah, les gens, ils voulaient rester plus d'un jour. Sauf que rester plus d'un jour en quart de milliers de personnes dans le bocage vendéen, c'est un peu compliqué. Donc ils se sont dit, on va créer des parcs hôteliers pour pouvoir accueillir les gens. Puis on va filer notre verticale. C'est-à-dire que ça va pas juste être des premières in ou des hôtels Ibis. On va faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais chaque époque et spectacle aura son hôtellerie. C'est-à-dire que tu ne sortiras jamais de ton immersion. Si tu vas dans les hôtels de Clovis, l'hôtel Belle Époque ou je sais pas quoi, ce sera designé comme si tu étais à cette époque-là. Alors avec le confort moderne quand même, il y a des toilettes et des salles de bain. Mais vous voyez, ils sont pas détournés pour faire autre chose. Ils sont partis du principe que les gens maintenant, ils vont venir pour la journée. Ils vont aller voir la Cinécénie sans interruption et ils vont aller dormir dans un hôtel qui est complètement lié à l'historique français et du parc, quoi. Pas de compromis, les amis. Et l'idée, c'est que tu améliores en permanence l'expérience client. Et donc, il y a des nouveaux besoins qui se montrent, quoi. Et le fait de se dire, mais l'expérience confortable, et nous on le sait, de se dire, viens, on était dans un mobile home, c'était très chouette, c'est pas très loin, mais imagine, on fait ça, on reste toute la journée, on va à la Cinécénie, on va dormir ensuite dans un super hôtel juste à côté, le lendemain on est sur place, on a un super petit déj, en plus on reste dans l'ambiance, et on quitte pas cette ambiance-là, tu vois, de rêve. L'expérience, elle est incroyable, parce qu'elle est immersive, on a encore plus dedans, donc elle a beaucoup de valeur, et donc c'est pour ça que tu vas payer beaucoup plus, et que tu vas réserver un an en avance, voire plus, pour que tu sois encore plus plongé dedans. Mais là, on a fait un premier essai, moi la prochaine fois, j'ai trop envie de venir dans un des hôtels pour tester ce côté immersif, et surtout en plus t'es moins fatigué, c'est moins chiant, et t'es juste à côté pour la Cinécénie, mais tu t'offres une expérience de qualité, et ils ont tout à fait compris ça. Et évidemment, il y a différents niveaux, tu vas pas prendre les mêmes billets, tu veux prendre le pass émotion si tu veux aller plus vite parce que les places c'est un peu chiant, ça vaut le coup, parce qu'effectivement t'attends moins longtemps, t'as des places réservées. Donc tu peux augmenter ta version premium de l'expérience, mais c'est comment je suis au service de mon client, comment je l'aide le plus, comment je lui apporte beaucoup de valeur et comment j'arrive à trouver des solutions à ses problèmes et lui faciliter encore plus l'envie de venir, de revenir, de consommer, de passer une expérience mais unique pour qu'on puisse en parler, ce qu'on est en train de faire là, le User Generated Content. Moi j'ai fait 3 Reels, dont une qui a été vue 15 000 fois, les amis. C'est quand même assez unique, et c'est parce qu'on est tellement baigné par ce truc qu'on a envie de le partager, donc c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionne. Aujourd'hui avec les réseaux ça va à une vitesse incroyable, le one to many comme il dit Alex Hormozy, et c'est ouf à quel point tout ça part d'une expérience incroyable, d'un bon produit vraiment bien pensé, amélioré, la recette a été répétée, transformée, et que c'est tellement chouette et inspirant de se dire mais moi j'ai envie de faire pareil dans mon business à mon échelle, mais d'avoir quelque chose où on se sent tellement on a été longtemps dans le royaume, et il est de plus en plus beau, il est de plus en plus cohérent, c'est exactement ce qu'on fait, pour qui on le fait, de quelle manière on le fait, et qu'on a trouvé des solutions parfaites. Comme moi j'ai vu ma mini formation la dernière, je vous mettrai le lien aussi en description, qui marche trop bien, et c'est l'IA qui m'a permis de faire en moins de 2 heures une vidéo qui te fait ton offre premium, ta page premium, et c'est incroyable, ta page de vente, tout est fait et tout. C'était impossible à faire il y a un an, C'était impossible à faire ça il y a un an. C'est ça qui est génial aussi. La valeur ajoutée que ça apporte à mes clients. Vas-y, on fait ça. Et puis hop, à mes prospects, ça leur donne envie de venir plus loin, d'avoir un effet waouh. C'est exactement ce que je vous invite à créer. Et ce qu'eux, ils ont créé. Et tous les 2 ans, maintenant, ils reprennent juste la recette, ils l'améliorent, ils font un nouveau spectacle. Et là, j'avais les chiffres devant les yeux. On avait le dernier panache, c'était 2400 places. Donc avec la tribune tournante à 360 degrés. Alors ils donnent pas la date, mais par contre la table ronde c'est 1500 places, ça a été fait en 2025. Le Mime et l'étoile c'est 2000 places, ça a été fait en 2023. Les mousquetaires de Richelieu, donc 3000 places. Le bal des oiseaux, 3000 places, aussi incroyable le bal des oiseaux. Les Vikings, 3500. Attendez les amis, figurez-vous, parce que Julien il vous donne les chiffres, c'est hyper intéressant, mais figurez-vous que chaque spectacle a son endroit. C'est-à-dire que sur le bal des oiseaux, sur les Vikings, sur l'épée du roi Arthur, sur le secret de la lance, on est en extérieur. Mais figurez-vous que les spectacles en intérieur, ils ont construit la salle pour le besoin du spectacle. C'est-à-dire que tu peux nous rappeler combien il y a de places dans les mousquetaires de Richelieu ? Les mousquetaires de Richelieu, il y a 3000 places. 3000 places, d'accord ? Et devant vous, sur ce spectacle, vous avez une scène aussi grande qu'un terrain de football. Une scène aussi grande qu'un terrain de football. Pourquoi ? Parce qu'ils font venir des chevaux, qu'ils font un ballet de chevaux. Et je lisais dans le livre, ils inondent la scène. À un moment donné, il y a une scène de danse avec les chevaux et une troupe de danseuses tziganes.
pour le mariage du roi, nous dit-on, et ils inondent la Seine, mais par en dessous, avec un procédé secret. Alors ils ont plein de procédés secrets, les gars, parce qu'évidemment ils ont développé leur technologie pour faire vivre leur spectacle. C'est incroyable, c'est par imbibation en dessous, ils nous disent pas exactement comment ça se fait, mais genre en 2 minutes, la Seine est inondée, donc ça danse, ça lance des jets d'eau, du coup il y a d'ailleurs des jets d'eau, les chevaux ils passent en dessous. Vous êtes en intérieur les amis, vous êtes en intérieur. C'est incroyable. Non mais il est incroyable, incroyable. ce spectacle. Et ça me fait penser aussi, ils ont vraiment une super belle scénographie, une mise en scène qui commence dès le départ dans la queue, où on est en train de faire la queue, en train de s'installer, comme pour les jeux romains, là, le signe du triomphe, où il y a les Gaulois qui arrivent d'un côté, puis il y a les Romains de l'autre côté, et ils s'ambiancent, c'est les Romains qui crient les plus forts, c'est les Gaulois, tout. C'est génial pour nous faire patienter le moment du démarrage. Ben pareil aussi pour le mousquetaire, pour les mousquetaires de Richelieu, ils font une petite scénette, ils font venir une personne du public, genre on recherche quelqu'un, et ils font un peu du jeu et tout, mais c'est trop bien fait. T'as jamais l'impression d'attendre, t'as jamais l'impression que ça met du temps à remplir, à commencer. C'est genre ouf. Et effectivement, ça remplit, voilà, tu vois, 7000. Les Noces de Feu, ils disent 10 000 places, et la Cinécénie, 13 000 places, qui est vraiment le numéro 1, quoi. C'est le départ. C'est le premier spectacle, quoi. Et 2500 acteurs bénévoles. Et tu peux parler aussi du bénévolat, qui est quand même quelque chose d'assez incroyable au Puy du Fou. Je crois que c'est très intéressant et j'allais pas parler du bénévolat, mais ça fonctionne quand même. J'allais parler de l'argent. Parce que, voilà, et je pense qu'il faut le mentionner et c'est très intéressant également. On parlait de la relation aux racines, au transgénérationnel et tout ça avant et ce que ça venait soulever quand on venait visiter un parc comme le Puy du Fou. Maintenant, ça va venir vous gratter aussi, probablement, au niveau de l'argent. Expliquons-nous. La cinécénie est jouée par des bénévoles. Tu m'as dit qu'il y en avait combien? 3000? 2500. 2500. 2500. C'est-à-dire, vous entendez bien, ces gens qui sont volontaires, hein, on vient pas les chercher chez eux pieds et poings liés. Et je lisais encore dans le livre que bah là, c'est-à-dire ça tourne plus. C'est-à-dire que les gens qui font des saisons reviennent à la saison suivante volontairement. Et du coup, il y a très peu de gens qui rentrent dans la cinécénie. Il y a vraiment une culture de c'est notre œuvre, quoi. Ils se font pas payer. Ils sont là de bon gré et ils ont l'impression de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et je pense qu'ils ne se mettent pas le doigt dans l'œil. Et j'ai entendu le discours et je l'entends. Des gens qui disent que c'est de l'exploitation et voilà, j'entends le discours, mais je n'y adhère absolument pas. Je pense que c'est des gens qui sont en train de soigner quelque chose de transgénérationnels qui participent à une œuvre plus grande, qui a sa légitimité dans ce paysage-là et qui le savent très bien, ou en tout cas le sentent très bien, et en bringuent par ailleurs, et on en a vu des reportages là-dessus également, toute la famille là-dedans. Toute la famille là-dedans. C'est une vraie fierté, au-delà d'être une fierté patriotique, c'est une autre critique que j'ai entendue, une vraie fierté de « Mon Dieu, je participe à un projet d'une telle envergure, d'une telle beauté ». Et j'allais le dire tout à l'heure, Philippe de Villiers, c'est vraiment la médecine du verbe, les amis, hein. Si vous êtes là-dedans, il faut lire ses livres, il faut écouter les bandes-sons du Puy du Fou, donc aller au Puy du Fou. Il y a quelque chose qui vient, on parlait de bande sonore également, dans la musique, alors c'est évidemment pas lui qui compose les musiques, mais il y a quelque chose dans le son qui est primordial au Puy du Fou. Donc quand vous faites les spectacles, vous êtes complètement dans l'immersion, que ce soit les spectacles scénographiques ou les immersions, comme Les Amoureux de Verdun, ou laissez tomber les amis, c'est incroyable. On a donc cette facette bénévole, et puis en parallèle, on a la facette saisonnière, donc il y a quand même des employés saisonniers qui travaillent 9 mois sur 12, hein, si je dis pas de bêtises, et ce merchandising, puisque dès que tu rentres dans le parc, tu as le Bourg 1900, qui est composé, entre autres choses, d'une très grande et belle, j'allais dire belle en premier, je pense que c'est mérité, galerie de magasins. Okay, ouais. Et tout le long du parcours, tu as évidemment des endroits où manger, des magasins qui te vendent le merchandising qui correspond à l'univers dans lequel tu es. Tout ça est regroupé aussi à l'entrée. Là, ils te font carrément tous les univers à l'entrée, tu vois. Si t'es allé à l'autre bout du parc chez les Vikings et que t'es pas allé visiter la hutte où ils te vendaient les casques Vikings, c'est pas grave. Tu peux les retrouver à l'entrée. Il y a pas de souci. J'ai oublié le début de ma phrase, mais tout le long du parcours, tu as de quoi te restaurer. Tu as ces boutiques. Tu as également des artisans. T'as 2 villages d'artisans. 3 si on compte peut-être le village viking. Tu as le bourg médiéval où tu as sculpteur sur pierre, tu as le maître vitrier,
Tu as la personne qui fabrique les bougies, excusez-moi si le vocabulaire me manque. Et puis, dans le village viking, tu as le forgeron. Tu as dans le village début du siècle, je crois, tu sais, celui où il y a le carillon. Tu as le Chanteloup. magasin de senteurs. Ouais, Chanteloup. Trop beau, c'était tellement beau. Magnifique. Non, le mais maga- c'est incroyable. C'est aussi dans l'histoire de France, on revisite des époques et des villages et des. Oh, on a envie d'y habiter. Hein. On a envie d'y habiter pour de Ouais. vrai. Le Carillon était incroyable. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. Il faut vraiment vous rendre compte C'est que très c'est un beau. truc de malade. Hein, C'est très beau. ce Puy du Fou, quoi. T'as la Et souffleuse de effectivement- verre, tu vois donc les artisans travailler également, ça aussi ça te rattache, tu peux évidemment acheter. Et il y a quelque chose de, entre guillemets, mercantile, mais moi je le sens pas du tout. Alors encore une fois, appelez-moi naïf si vous le voulez, je ne pense pas. Je pense juste que, encore une fois, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste. Je trouve ça absolument incroyable d'avoir ce confort de l'achat. Si tu as faim, si tu veux une glace, si tu veux des chichis, bon on les a ratés mais c'est pas grave. Même avant les spectacles, tu as une personne en bas des spectacles qui te propose des casquettes, des éléments peut-être du... Je trouve ça tellement ludique les amis et tellement intelligent parce que je peux vous dire que c'était le cagnard quand on y allait. Heureusement pour certaines personnes qu'il y avait cette petite... ça me fait penser quand j'étais petite, quand j'allais au cinéma, il y avait toujours une personne qui venait avant la séance vendre justement les M&M's et tout ça. Bah, t'as la même chose au Puy du Fou. Oui, c'est mercantile et quand même, heureusement qu'ils Mais normal. déclinent les produits Mais pour de moi, leurs ouais, c'est- attractions. C'est clair. Mais c'est Violette, normal elle en s'est fait acheté... que. j'ai tapé mon micro. Violette, elle s'est acheté une petite couronne médiévale. Elle était enchantée pendant 3 jours, elle l'a pas lâchée. Nous, on s'est acheté des livres sur l'histoire du Puy du Fou. On était enchantés, les amis. J'ai acheté un petit sachet de pot pourri pour ma mère. J'étais enchantée pour elle. T'as les CD des spectacles. T'as les petits jouets pour les enfants, les plus petits qui veulent aussi. T'as les mugs. T'as absolument tout. Et je trouve ça absolument génial. Est-ce que j'ai eu l'impression d'être embarquée dans une machine monétaire ? Absolument pas, les amis. Je trouve que c'est tellement de bonne guerre. Et ça participe à la qualité du rêve également. Je suis ravie d'avoir acheté un livre de Philippe de Villiers sur Clovis, les amis. Je suis ravie parce que j'étais tellement choquée à la sortie du spectacle que je me suis dit, il faut que j'en ai plus et que j'en ramène à la maison. Et j'en ai ramené à la maison. Et c'est pour moi la puissance justement de que ça soit le bénévolat, que ça soit aussi l'envie de continuer d'acheter des choses ou d'y revenir, c'est que tellement le rêve qu'il a matérialisé est puissant et que son pourquoi est vivant et que sa raison d'être est transmise, qu'on baigne dans sa passion, dans son envie et qu'on a envie justement de continuer d'acheter et que c'est normal en fait qu'ils nous mettent des choses à acheter et qu'on paye et que en fait on échange avec notre argent une partie de la valeur qu'on reçoit, mais qui est beaucoup plus grande en fait que l'argent qu'on donne. Et c'est aussi une manière de continuer à faire vivre son rêve et à faire vivre le Puy du Fou que d'avoir des gens qui payent, quoi. Donc c'est complètement normal et ça fait partie d'un budget à préparer quand on veut y aller, que ce soit pour l'hôtel ou autre. Mais pour moi, c'est le business, quoi. C'est normal. On apporte de la valeur, vous allez en rendre avec l'argent en échange, mais vous en retirez plus en fait que ce que vous payez. Sinon, vous n'avez pas envie de payer. Si vous pensez que vous allez en retirer moins, c'est que vous sentez que cet achat n'est pas aligné pour vous, vous allez pas revenir. Mais nous, on sait que l'argent qu'on a donné, ça mérite 100 fois plus qu'on a reçu, en vrai. Tu vois ? Il y a deux choses là-dedans, effectivement. Il y a le budget, mais j'en parlerai dans un second temps, et le fait qu'il faut vraiment se mettre dans cette position, et on le voit aussi avec les gens avec qui on travaille et qu'on coach, c'est pas encore évident pour tout le monde, et c'est ok, mais vous n'êtes pas la finalité de l'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un vous a vendu quelque chose, vous avez payé, c'est terminé. Cet argent que vous donnez à quelqu'un en échange de ce que vous allez recevoir, évidemment, est aussi un service que vous rendez à quelque chose de plus grand. Parce que ça permet à l'œuvre de cette personne de vivre. Donc, il faut vraiment vous rendre compte du pouvoir et de la responsabilité que vous avez à placer votre argent dans ces éléments-là. Vous n'êtes absolument pas obligé, encore une fois, on vous traîne pas dans les magasins pour vous obliger à acheter. Si vous êtes tenté, c'est que ça vient dire quelque chose aussi. Peut-être c'est ok de se laisser tenter. Et puis c'est ok d'accepter que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous et vous contribuez. Ok, vous contribuez à faire vivre ça. Et ça peut être une fierté. Ça peut être une fierté. Bah ouais, j'ai acheté la couronne médiévale à ma fille. Bah je suis contente parce qu'elle est contente, mais je suis contente aussi parce que ça participe au fait que ce parc il reste ouvert. Alors ok, ça se joue pas sur une couronne médiévale, mais vous voyez, mais ça me fait se joue moi sur aussi tous me ces sentir. petits gestes aussi, hein, tu vois. Ça me fait me sentir participer à quelque chose de plus grand. Et oui, ça se joue sur ces petits gestes. Et le deuxième point que je voulais aborder, et tu l'as dit aussi, c'est venez avec un budget. Les amis, on va pas vous mentir. Tu l'as dit aussi tout à l'heure. Peut-être ce sera l'année prochaine, dans 2 ans, les hôtels et venez avec un budget. Mais c'est ok, les amis, pour une expérience comme ça, venez
avec un budget. Soyez rassurés que ça rentre dans votre trésorerie de l'année. On va pas se mentir, hein, votre trésorerie de l'année, parce que si vous voulez rester, ne venez pas pour un jour. Hein. Je vous le dis pareil, hein, breaking news. Vous venez pour un jour, vous allez être tellement frustrés, les amis. Venez pour au moins 2 jours. Je sais qu'avec les enfants, c'est difficile de faire plus. Mais 3 jours, c'était bien. 3 jours, c'était bien. Voilà. Peut-être rater le vendredi de l'école. Et puis, une fois dans l'année, comme ça, c'est OK, non. Et venez avec un budget. Comme ça, vous êtes serein. Vous êtes préparé. C'est pareil avec vos dépenses par rapport à votre travail et quand vous payez des programmes ou des accompagnements. Si vous pouvez pas le budgétiser, c'est pas la peine, les amis. Vous mettez pas en difficulté financière, ok. Si vous pouvez pas vous payer 3 jours de Puy du Fou, bon, bah peut-être du coup vous en payez qu'un et c'est ok. Mais économisez, ce sera l'année prochaine. Et si vous voulez faire les hôtels parce que ça vous tente, mais que pareil, va falloir demander à Tati Jeannette et puis s'endetter auprès des membres de la famille, mais le faites pas, les amis. Réservez-vous un espace privilégié où vous vous faites plaisir avec un budget qui rentre dans votre économie de l'année pour qu'une fois que vous soyez sur place, vous puissiez en profiter à 2000%. Nous, par exemple, on s'était dit, mais on y avait réfléchi, qu'est-ce qu'on fait avec la nourriture ? Est-ce qu'on achète sur place ou pas ? Et quand j'avais vu que même pour un repas, c'était déjà presque plein les réservations, j'ai dit à Julien, tu sais quoi, vu qu'on est dans un mobil-home avec une petite cuisine, on va prendre nos sandwichs. Parce que ça nous évite aussi de faire la queue, c'était pas qu'une considération pécuniaire, et que comme ça, on mange comme on veut. Ce qui finalement nous a bien arrangé, parce que finalement, le premier jour, à 11h, on était là, oh, on a tous très faim, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il y a personne aux tables dans le village des Vikings, viens, on s'assoit, on mange, on nourrit les petits oiseaux, et finalement, ça nous a fait partir à, 11h30, à un moment donné où tout le monde commençait à s'arrêter pour manger. Bah, nous, on était déjà repartis, on avait fait le deal, quoi. Donc, vous voyez, tout ça, ça se pèse en amont, mais c'est pas forcément pour des raisons financières. Par contre, soyez conscients que si vous voulez vivre l'expérience à 1000%, le budget, faut qu'il soit casé dès le début. Hein. Sinon, ça va pas être agréable. Et puis surtout, ne faites pas porter au Puy du Fou ou au côté c'est mercantile ou quoi que ce soit vos incapacités à générer de l'argent, à le conserver, à faire des budgets, à vous dire ok comment je gagne plus que ce que je dépense, comment je peux avoir des vacances ou comment j'organise mon budget et mon argent. C'est pas l'histoire du Puy du Fou, hein, parce que c'est à vous de gérer cette problématique-là. Et souvent on va dire ouais mais c'est trop cher, c'est machin. Non, c'est que toi peut-être t'as mis de l'argent dans d'autres choses qui sont peut-être plus prioritaires, ou peut-être que t'es en mode je regarde pas mes comptes comme moi je pouvais le faire et puis on y va et puis qu'à un moment en fait ouais mais là c'est cher ou machin, ou qu'on n'ajuste pas en se disant bah tiens on va faire des sandwichs. Viens ouais c'est plus chiant, il faut préparer, j'ai coupé plein de légumes, j'ai coupé plein de trucs et tout, on a fait des courses avant, mais après c'était trop chouette. C'était trop chouette de faire ça et on se dit ouais la prochaine fois on budgétise un peu plus, on met de l'argent de côté pour ça, mais en fait où je fais rentrer plus d'argent dans mon business, dans mon activité pour qu'il y ait ces espaces là. Ah oui là j'ai de la souplesse, j'ai de l'espace pour pouvoir me payer un bon Puy du Fou avec un hôtel et un restaurant. Mais c'est à vous, hein. C'est votre charge que de gérer. Eux, ils ont mis un prix qui est juste pour eux, pour ce qu'ils font. Et la valeur apportée est tellement plus grande. Alors, voilà. Après, il y aura toujours des gens pour reprocher. Extrêmement pas excessif le prix, les amis. Excuse-moi, je te parle dessus. Non, pas du c'est tout. l'enthousiasme. La place, c'est combien ? Ça dépend des dates de l'année. Ça dépend des dates de l'année et puis ça dépend si tu fais un petit séjour de plusieurs jours, quel est ton premier jour ? Moi, par exemple, j'avais pris ce jour-là, mais de toute façon, je m'étais toujours dit on va y aller en basse saison parce que, bon, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, je me dis on aura des meilleurs prix, donc on pourra rester plus longtemps pour un même budget. Évidemment que je me dis ça et il faut se le dire. Il faut se le dire. Pourquoi ne se raconter des histoires ? Ça compte. Mais je me dis également, on vit juste à côté. Donc, il y a des gens, ils vont pas avoir le choix que d'attendre juillet et août pour emmener leur famille là-bas. Ok ? Donc, bon, évidemment, il va y avoir plus de monde, ça va être un peu plus désagréable parce que ça circule. Pour les gens qui sont sensibles à la foule, prenez peut-être le pass émotion qui va vous coûter plus cher mais vous permettre d'avoir les coupe-fils et des places privilégiées dans les gradins. Mais voilà, je me dis... L'un dans l'autre, viens, on fait ça fin mai, on aura a priori du beau temps, on sera déjà dans la belle saison, si on n'a pas un printemps pourri comme l'année dernière. Et breaking news, on a eu un beau printemps, donc on a eu un beau séjour. Sauf le dernier jour où il a plu 2 heures et on était pile poil sous la pluie. Et tout ça pour dire quoi ? Attends, j'étais partie sur quoi là ? Le prix, c'était donc une 30aine d'euros par personne. Ouais, par c'était jour. 37 je crois par personne et... Le premier jour de notre séjour, qui était un vendredi, c'était un jour spécial. Ils font des prix spéciaux sur certains jours. J'imagine, sur les jours où ils pensent que ce sera moins rempli, justement, pour que les gens soient tentés de prendre et de rester peut-être le week-end. Donc on a eu, je crois, pour 120 €, de mémoire. Pour 120 €, je crois qu'on a eu nos 3 places
pour 3 jours. Les amis, Ouais. vu ce que vous voyez, emmenez les sandwichs, vous rajoutez un peu d'essence là-dessus, c'est la sortie de votre année. Hein. C'est fou. Et le mobil-home, c'était quoi 230 €, Oui. les 2 nuits dans le Et mobil-home. il était à 10 minutes du Puy du Fou. Ouais, tu vois, donc... Pour 3 personnes. Pas énorme Donc, budget. et peut-être que cette année-là, vous partirez pas en vacances, mais que vous irez au Puy du Fou 3 jours et que vous passerez 3 nuits dans un camping. Ou voilà, peut-être ça peut être un choix. Mais franchement, c'est pas un mauvais choix. Hein. C'est pas un mauvais choix, les amis, parce qu'un parc comme ça, vous allez pas en faire souvent dans votre vie. Hein. Non, et puis en plus, pendant 3 jours, tu voyages dans plein d'histoires différentes, dans plein d'époques. Ça te fait voyager bien plus que juste 3 jours, en fait. C'est là où vous vous rendez compte à quel point il y a des espaces comme ça en France incroyables. Que de faire le tour du monde et d'aller à Bali, en fait, ça va pas plus vous émerveiller que ce que vous pouvez voir autour de chez vous. Et je trouve ça génial et incroyable. Moins cher, beaucoup plus puissant. Et aussi beaucoup plus reconnectant avec vos racines, avec vous, votre histoire et votre pays, quoi. Et puis de valoriser, en fait, des choses comme ça qui créent beaucoup plus d'abondance qu'on voudrait le croire. Et que moi, ça nous a rechargé. Alors oui, ça nous a fait bouger parce que c'est des soins énergétiques, hein, pour moi, hein, ce qu'on a fait là-bas. Ouais. Donc c'est On pour était ça que ça a malade un été peu, hein. une intégration d'une semaine. Mais moi, j'ai eu un passage et je suis monté à un autre étage là. Là, je sens vraiment Ouais. j'ai passé un seuil. Il y a quelque chose en moi qui est mouru, j'allais dire. Mon langage est mouru. qui est mort, j'ai du mal, et qui du coup est remonté, et c'est incroyable là ce qui s'est passé, quoi, et ça vaut le coup juste parce que c'était 3 jours au Puy du Fou. 3 jours au Puy du Fou m'a permis de passer un seuil, et donc aller faire ces expériences, et j'ai pas besoin d'aller autour du monde pour vivre ça. Alors qu'avant, c'était pour moi, c'est obligé que le dépaysement il va se passer à l'autre côté des frontières, quoi. Ben non, tu vois, Je pense, oui, c'est ouf. posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment prendre un avion pendant 24 heures pour aller au bout du monde ? Peut-être oui. Dans une culture qui vous est étrangère ? Peut-être oui. Mais posez-vous vraiment la question. Parce que là, effectivement, excusez-nous nos amis qui vont à Bali, mais ça devient un peu un running gag. Et je voyais un autre énergéticien en parler d'ailleurs sur Internet qui, lui, il est à Dubaï, et il disait, mais Bali, c'est en train de se faire vider par les gens, en fait. Énergétiquement, il n'y a plus rien là-bas. C'est en train de se faire vider par les gens. Et je pense que, au-delà de remettre en question le choix des gens d'aller au bout du monde pour aller trouver quelque chose qu'ils chercheraient, est-ce que c'est pas devant chez toi, quoi ? Comme moi, quand on allait visiter l'abbaye comment elle s'appelait, cette abbaye ? Maizé. De Maizet. On va dans le Marais Poitevin en début mai pour célébrer nos 1 an de relation ensemble avec Julien. Et puis, le dernier jour, on passe visiter une abbaye, l'abbaye de Maizet. Et j'arrêtais pas de dire à Julien, j'ai envie de retourner en Angleterre, j'ai envie de retourner à Glastonbury. Et qu'est-ce qu'on voit-il pas dans le jardin de l'abbaye de Maizet ? Un aubépinier qui est une greffe de l'abbaye de Glastonbury qui est jumelée avec l'abbaye de Maizet. Et comment tu ne peux pas, quand tu vis dans un univers qui a plusieurs paliers, comment tu ne peux pas te dire ce n'est pas un hasard, c'est un message. Comment tu ne peux pas te le dire ? C'est quand même incroyable. Et là, j'étais là, mais oui, en fait, le message, c'est que tout est devant ma porte. C'est à 1 heure de chez moi. Il y a une greffe de l'arbre de l'endroit où je veux aller parce qu'il est jumelé avec cet endroit-là à 1 heure de chez moi, les amis. Et le Puy du Fou, breaking news, encore une fois, un épisode plein de breaking news. Hein. Il est à 1 heure de chez nous. Julien et moi. Il est à 1 heure de chez nous. Et effectivement, alors on s'est fait secouer. Moi, j'étais un peu malade de la digestion, on va pas se mentir. Julien, je ne sais pas pour toi, mais on s'est fait aussi, comme tu le disais, remonter énergétiquement. C'est-à-dire, tu peux pas sortir indemne de 3 jours comme ça, quoi. Tu peux pas sortir indemne de spectacles où tu es entouré d'oiseaux qui volent au-dessus, à côté, devant. Tu sens l'air des ailes qui passe à côté de toi. Tu peux pas sortir indemne de spectacles où je pense au spectacle de Clovis. Après, on se fera peut-être des questions, genre quel est le spectacle qui t'a le plus marqué et tout. Où tu passes dans un couloir où il simule une abbaye avec, au travers des fenêtres, les attaques de 1, et t'as une ambiance sonore où ça hurle comme si ils étaient en train de se faire attaquer, mais ça hurle, c'est-à-dire que le son est pas fort, le son est partout, tu le sens dans tes os, quoi. Tu ne peux pas sortir indemne de spectacle comme ça. Moi, il y a des pièces que j'ai traversées, bon,
Violette avait peur. Violette a 7 ans. Mais moi aussi, j'avais peur. Tu vois, je marchais plus vite parce que je pouvais pas rester là-dedans. Ça me faisait quelque chose dans mon ADN. Il y a plein de gens qui vont dire dans son ADN, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit n'importe quoi, on n'aime pas ces généralités. Mais c'est vrai, mais il faut y aller pour l'expérimenter. Et pourtant, on avait vu plein de documentaires, parce qu'on aime le projet entrepreneurial, donc ça nous intéressait. Donc on avait un peu de spoiler, les amis. Mais c'est pas la même chose que de les voir en vrai. Non, ce sera jamais la même chose que de faire l'expérience, de la vivre pleinement, ça... C'est clair, c'est comme faire du sport, développer son business, t'as beau lire tous les trucs, voir tous les trucs, lance ton business, fais du sport et tu verras ce qui se joue vraiment dans la réalité. Tu peux pas, c'est que des projections, donc là c'était juste rien du tout. C'était tellement puissant et c'est pour ça que c'est chouette aussi de faire des choses avec des gens en vrai parce qu'il se passe quelque chose de plus grand quand aussi il y a une connexion avec des êtres humains et un lieu et une intention et tout ce qui était, t'imagines, envoyé pendant 40 ans dans cet endroit, quoi. Imagine toutes ces prières là, toutes ces prières, toutes ces joies, t'imagines comment ça monte la sauce, tout ça énergétique. Le chant il est chargé en permanence de ça, quoi. Et c'est pas fini, quoi. Bah ils ont ramené la relique de Jeanne d'Arc maintenant, donc ça c'est pareil, c'est incroyable. Mais j'aimerais bien qu'on se pose des petites questions ludiques parce que je suis consciente de l'heure 25 qu'on a passé à parler du Puy du Fou déjà. Et je pense que ce serait bien de clôturer cette dernière demi-heure peut-être avec des petites questions ludiques et personnelles. Je tiendrai pas une demi-heure avec la batterie qui me reste, puis la connexion saute aussi souvent, des fois ça bug, je sais pas si ça va tenir. Écoute, on verra. Si tu devais retenir un truc de ton séjour, ce serait quoi ? Les Amoureux de Verdun, je pense que ça m'a vraiment marqué parce que je suis très fasciné par l'univers militaire et également, abasourdi par la violence, par le stress, par ce qu'ils ont vécu aussi, et en particulier pendant la Première Guerre mondiale. C'est incroyable. Et donc là, d'être dans les tranchées, d'avoir les personnes qui passent, entendre et se dire putain, mais ça tire tout le temps comme ça. C'est tout le temps avec ce bruit infernal, et t'as le médecin qui est en train d'essayer de réparer des personnes hyper blessées. Tu sais que dans 1 heure, tu dois remonter. Moi, il m'avait interpellé, je filmais tout, c'était rigolo, et il me disait, vous êtes blessé, soldat? Non. Bah alors, allez vous reposer, on reprend l'assaut dans 1 heure, vous n'avez rien à faire ici, tu vois. C'était génial, genre les immersions du truc étaient incroyables. Donc moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'était genre waouh. J'ai un tout petit pourcentage de ce qu'ils ont pu vivre pendant la guerre des tranchées. C'est tellement bien fait, tellement immersif, tellement bien décoré et tout. Clovis, numéro 2 parce que c'était vraiment quelque chose de ouf. Et la scène finale avec la conversion, là, quand il est avec les chants de moines, et moi je suis fan de chants bénédictins, ça me rappelle l'abbaye où j'y suis allé là pendant 7 jours de silence et tout. C'était incroyable d'entendre ces sons-là, de les réentendre, les chants grégoriens. Donc ça, c'était genre, comment tu peux, même si t'es pas du tout chrétien, croyant, ce que tu veux, comment tu peux ne pas être, t'es touché, t'es forcément touché. C'est pas possible. Il y a ça parle de sacré. C'est là où tu te connectes au divin. Ça parle de sacré. Mais oui. Tu te connectes au divin, tu te connectes à plus grand. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi sur Jeanne d'Arc le secret de la lance, qui était avec le décor, la baston, puis les Anglais, les Français, c'était rigolo avec Violette aussi, qui est du coup anglaise et française, d'avoir ce Violette, truc elle était là, il y avait que des bastons entre les Français et les Anglais. Violette, elle était là, mais vous vous battiez? Puis à un moment donné, avec le dernier panache, c'est les Français contre les Français. Mais les Français se battent avec les Français aussi. Violette, elle comprenait rien. Violette, 7 ans, elle était là, mais en fait, le monde est plein de guerres. Oui. Il y avait de la voltige aussi, de la voltige à cheval, qui était hyper impressionnante et tout, tu vois. Puis ça m'a vraiment marqué. Enfin, du coup, il y en a 3. Et toi? Bah du coup, si on en prend 3, ça m'arrange, en vrai. Le premier, c'est le premier royaume, qui était donc l'immersion de Clovis. Donc, quand on parle d'immersion, les amis, il faut que vous vous imaginiez que vous êtes en train de marcher dans le parc. C'est beau, vous sortez de l'univers de La Fontaine. Puis il y a une petite rentrée avec un panneau. J'ai les Amoureux de Verdun, par exemple. Attention, ce spectacle peut heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes qui ont du mal dans les espaces renfermés. Et là, tu prends une ouverture, tout va bien, il y a des arbres et tout, tu commences ton parcours et tu rentres dans une structure. Et là, t'as ton immersion, ok ? Donc, tu traverses la structure. Donc, Clovis, pareil, comme les Amoureux de Verdun, c'était pas un spectacle, c'était un parcours immersif incroyable. On l'a fait le 3e jour, le dernier ? Je sais plus. Oui, 3e jour pour le premier royaume de Clovis. Et tu l'as fait 2 fois. Moi, en fait, je voulais faire tous les spectacles d'abord. Surtout les spectacles d'extérieur en premier, parce qu'on savait qu'on avait 2 jours de beau temps et le 3e jour, il allait pleuvoir sévère. Donc, je m'étais dit extérieur les 2 premiers jours et intérieur le dernier quand il pleuvra. Donc, tous les spectacles immersifs, je m'étais dit en dernier, puis ça doit être moins intéressant que les spectacles de plein air.
Que nenni. Moi, je commence le parcours de Clovis et là, déjà, je viens de rentrer. Je suis pas rentrée dans le bâtiment encore. Je suis dans les jardins avec les stèles mortuaires. Et je suis déjà là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils te mettent le son dès ce moment-là. Puis il est fort le son, hein, comme dans les bâtisses. Hein. J'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis restée devant le tertre pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Vous continuiez à avancer. Moi, j'étais là, oh mon Dieu ! Donc j'ai filmé déjà. Puis après, tu rentres dans le bâtiment et alors là, les amis, je sais pas ce qui m'est arrivé. Déjà, je savais avant de rentrer dedans qu'il allait m'arriver un truc, ça avait déjà commencé, mais quand je suis rentrée dedans, les ambiances sonores, les hurlements de je te disais, dans la cavalcade, là, la forge, quand tu rentres dans la forge, toutes les armes qui se balancent, du plafond et tout, les épées, une épée qui est forgée, une lance. J'étais choquée. Après, on a la salle avec Clovis, donc t'as un réacteur sur un promontoire. Et à côté t'as des barrières et c'est comme si les barrières elles s'étaient défoncées par des gens avec un bélier comme ça, et pareil la bande son mais hyper immersif, donc tu passes entre Clovis sur son promontoire de son côté et puis la barrière qui bouge, tu vois, comme ça. Franchement, tout le parcours du premier royaume, j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Il y a une salle qui m'a fait peur, tu sais, la salle où ils tapent des armes comme ça, avec cette salle incroyable à la fin de la conversion à la chrétienté. Enfin, toutes les salles étaient incroyables. Gros choc. Je savais que de tous les parcours immersifs, c'était celui que je voulais voir, mais de tout ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai préféré. Ensuite, le deuxième truc que je retiens, et c'est un manqué, c'est que sur la dernière attraction qu'on a faite, la dernière déambulation, c'était dans le château, donc près de la sortie. C'était très très bien. Et à la fin, t'arrives dans un petit sanctuaire où... Mais je ne le savais pas. Donc, en fait, ça m'est tombé sur la tête. J'étais sur le point de même pas lire la description. Normalement est exposée la relique de l'anneau de Jeanne d'Arc. Et donc, tu lis le panneau. Et là, moi, j'adore ce genre d'histoire. J'étais choquée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'anneau de Jeanne d'Arc était retenu pendant 6 siècles par les Anglais suite à son procès à Westminster en 1400 quelque chose, et que le Puy du Fou l'a racheté en 2016, si je dis pas de bêtises, suite à une vente aux enchères, et l'a ramené en France. Et après, il y a eu des problèmes, je le lisais dans le livre là tout à l'heure, cet après-midi, il y a eu des problèmes avec les Anglais, parce que, en fait, c'est les gars du Puy du Fou qui ont fait vraiment l'expertise, pour être sûr que ce soit l'anneau de Jeanne d'Arc, du 15e siècle et tout ça. Et les historiens étaient là, non, mais ça se trouve, non, c'est une copie du 19e siècle. Et en fait, c'était vraiment l'original. Donc quand les Anglais se sont rendus compte de ça, ils étaient là. Non, mais c'est le patrimoine anglais. Il faut le ramener pour le faire les papiers, parce que quand même ça fait longtemps qu'on l'avait. Donc il y a une petite bataille juridique, apparemment avec petit potentiel de prison quand même pour les gars du Puy du Fou qui étaient en mode non mais les gars, maintenant que l'anneau il est en France, hein, c'est le patrimoine français, ça reste là. Hein. Donc la paperasse on l'a fait, mais l'anneau il revient pas en Angleterre en attendant qu'on fasse la paperasse. C'est mort. Et il nous l'explique dans le livre, pas sur le site, mais dans le livre, qu'au bout d'un moment, le fils de Philippe de Villiers, Nicolas, qui est le président du Puy du Fou, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, écrit à la reine d'Angleterre pour implorer sa clémence et lui rappeler qu'à une époque, son ancêtre, la reine Victoria, considérait rendre l'anneau aux Français de toute façon. Et apparemment ça marche parce que genre l'affaire tombe à l'eau, voilà. On demande plus rien aux Français et donc l'anneau est au Puy du Fou. Et je suis dans cette pièce où il y a l'anneau et en fait non, non parce que il y a une petite notice sous la relique qui dit que pendant 3 jours, les 3 jours où nous on est au parc, les amis, pendant 3 jours, l'anneau il est où ? Il est à Lyon. Moi j'étais là, oh non, bon bah on va être obligé de revenir. Mais ça m'a fait un truc parce qu'en plus ils disent qu'ils vont construire un monument reliquaire pour pouvoir entreposer l'anneau. Et je me dis, mais ça n'arrête pas d'escalader le Puy du Fou. Ok, ça fait 40 ans que ça dure, mais les gars, ils sont vraiment sur un territoire sacré avec leur relique sacrée de Jeanne d'Arc, il reste que ça de Jeanne d'Arc. Enfin, c'est une relique parce que l'anneau aurait touché Sainte Catherine. Et que c'était quand même l'objet de son jugement, à savoir est-ce qu'elle est envoyée par les dieux ou par le diable. Et c'est représenté par le pouvoir de cet anneau auquel on conférait des pouvoirs de sortilège et de sorcellerie. Enfin, un truc, les gens, on a fini sur cette note-là, le Puy du Fou. Moi, j'étais là, moi, je reviens, je viens habiter ici. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc ça, c'est mon deuxième truc. Mon troisième élément, je pense que c'est quand même le bal des oiseaux fantômes. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, on peut, il y a une culture de l'animal au Puy du Fou.
Ouais. Si vous aimez les animaux, vous allez en voir au Puy du Fou. Ne serait-ce que parce que les villages historiques sont tellement bien reconstitués que vous en avez des hirondelles et des martinets, des oiseaux, des grives musiciennes. On a vu que ça, les amis. On a vu que ça. Les endroits où vous avez vos artisans dans le village médiéval, les portes sont ouvertes, tu vois les hirondelles qui rentrent dedans, elles ont fait leur nid, enfin, c'est... Et le bal des oiseaux fantômes, je sais plus combien il disait qu'il y avait d'oiseaux, il y en avait 120 je crois. 120 t'as dit, ouais. C'est incroyable. Mettez-vous dans les gradins, parce que vous avez l'opportunité d'aller aussi en bas, dans l'espace circulaire. Mais franchement, mettez-vous dans les gradins, parce que quand vous avez les rapaces qui volent, ils vous frisent, ils vous frôlent vraiment la tête. Et ça, c'est quelque chose. C'est incroyable, le bal des oiseaux fantômes. Vous n'avez jamais vu autant d'oiseaux au même endroit, au même moment. Ils les lâchent tous à la fin. Spoiler, j'ai beau vous le dire, vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas le sentir tant que vous n'êtes pas là-bas. Ils vous lâchent tous les oiseaux. Les cigognes, les ibis, tous les rapaces, les chouettes, et il y a tout. Alors je lisais dans le livre, moi j'avais pas capté, qu'ils ont des canons à nourriture qui envoient les friandises pour que justement le balai aérien continue pendant 5 minutes et que ça tourne dans tous les sens. Moi je l'avais pas vu. C'est pour vous dire à quel point j'étais en mode c'est incroyable. Mais je crois qu'il y a quelque chose de... Il faut pas qu'on oublie nos racines là non plus, les amis. Pendant des millénaires, on travaillait avec les animaux et on était en lien avec les animaux aussi pour notre survie. Nos oiseaux rapaces, nos chevaux, nos chiens et la nature qui nous entourait, tu vois. Et ça, tu le sens vraiment au Puy du Fou. Et tu le disais tout à l'heure, ils ont une école de cavalerie, ils ont la plus grande fauconnerie d'Europe, je crois, ou une des plus grandes fauconneries d'Europe, et ils font leur génération d'oiseaux là-bas, dans leur volière, et comme il le disait encore une fois dans le livre, les oiseaux se reproduisent. C'est-à-dire que, évidemment que c'est difficile de quantifier, est-ce que les oiseaux sont heureux de faire ce genre de spectacle, et trucs et machin, mais les fauconniers disaient, les oiseaux se reproduisent à l'ordre de 90 nouveaux oisillons par an. Un animal qui est malheureux ne se reproduit pas en captivité. Donc pareil, ils sont liés à la Ligue de protection des oiseaux, des programmes de reproduction. Ils ont aussi un programme pour les espèces anciennes de chevaux, d'ânes, voilà, de cochons. Si vous aimez les animaux, vous allez en avoir pour vos mirettes également. Donc voilà, troisième élément, je pense que c'est quand même le bal des oiseaux fantômes. Ouais. Non, franchement, plus t'en reparles, plus ça donne envie d'y retourner et puis de se dire à quel point ça... Je sais pas, ça c'est vraiment unique. Chaque pièce est unique et ensemble, ça fait un collier merveilleux de perles, chacune différente et qui a sa cohérence avec l'ensemble et qui crée une belle unité. Tu vois, c'est vraiment incroyable d'aller créer quelque chose d'aussi harmonieux et avec autant de paramètres qui dansent parfaitement ensemble, avec 2-3 ajustements, on disait, sur l'application, sur des choses, mais c'est normal, c'est en évolution. Mais c'est ouf de vivre une expérience comme ça, et j'ai trop hâte qu'on aille dans un hôtel et qu'on vous raconte comment c'est, qu'on en fasse et la cinécénie aussi, et la cinécénie aussi, bien sûr, la cinécénie, c'est vrai que c'est un peu le principal à voir, mais je crois que je suis en déni encore de ce que je vais vivre dans cette expérience du mois de juillet. C'est août. Quand la date ? Août, du mois d'août. J'ai encore un peu de temps pour m'y préparer, mais incroyable, hein, donc c'est vraiment un sacré voyage qu'on a fait, et il s'est passé d'autres choses sur d'autres plans, et ça on n'a pas les clés, mais moi je l'ai senti traverser clairement, comme je vous le disais, hein, il y a eu quelque chose, quoi. Quand et, tu l'as senti à un moment précis, toi ? Après, non, c'est après. C'est comme si tu t'excites tout, et après il y a la redescente, et il y a, je sais pas, ça se dépose, ça se libère, ça intègre. Et tu vois, là, et puis entre la fatigue, entre le stress aussi quand même de gérer un peu tout ça, et puis de la semaine de travail, de la foi, il y a plein de trucs dans les astres aussi, t'en parlais dans le coaching de réveiller. Waouh, c'était avec les mutables, c'était l'énergie mutable. On était, ouais. Ça, transmutation. On avait la nouvelle lune en Gémeaux qui arrivait. Puis alors évidemment, j'ai eu la tellement bonne idée de faire 3 jours au Puy du Fou, 2 jours avant mon lancement de programme Colère. C'était excellent. Mais ça m'a vachement remotivée. Et pareil, ça m'a presque lancé un message, parce que quand j'ai fait le parcours, entre autres choses, mais le parcours immersif de Clovis, moi qui étais en train de designer mes visualisations immersives, où en plus du texte, je mets de la musique, mais aussi de l'ambiance sonore pour que ce soit un peu la visualisation dont vous êtes le héros. J'aime bien cette comparaison. En faisant le parcours immersif de Clovis, il y a quelque chose en moi qui est venu me dire, t'es au bon endroit, tu fais la bonne chose, et puis ça va progresser, dans le sens où ça va t'emmener loin, tu vois. J'ai senti une fibre commune
venir résonner en moi. Et puis, effectivement, pour le projet entrepreneurial, sans même l'intellectualiser, visiter le parc, ça te fait croire en ta capacité à faire quelque chose à ton échelle de similaire. En fait, c'est simple. Ça te montre que il y a quelque chose de miraculeux. Ça te montre que ce projet que tu as en tête, t'en es même peut-être même pas au jour numéro 1. Il peut, comme un puits du fou, t'emmener dans 40 ans à ces proportions-là, tu vois. Alors, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais c'est possible. Ça vient raviver quelque chose quand même, je trouve, autour de l'entrepreneuriat. T'as juste à aller dans la même direction assez longtemps pour récolter des fruits que tu ne vois pas au démarrage. Et d'y croire assez fort pour que tout autour de toi, ça s'ajuste et que les personnes y croient aussi parce que toi, tu y as cru assez longtemps et assez fort. C'est tout. C'est tout. Dans le principe, ensuite il faut y aller, et moi je le vois bien, sur 5 ans de business d'entrepreneuriat, c'est déjà tellement inconfortable, mais ça vaut tellement le coup de tenir bon, et que des espaces comme ça où des personnes ont tenu plus longtemps que toi, ça fait tellement du bien à suivre, à lire, à voir, quoi, parce que du coup effectivement, tu te dis mais oui, pour aller goûter ça, ça se mérite. Donc il va falloir tenir bon. Et ensuite, on pourra admirer ça et passer des grandes étapes où même derrière, il y a quelque chose d'auto-nourrissant. Il y a quelque chose qui se crée, qui s'auto-crée naturellement. Il y a un champ énergétique tellement puissant que t'as plus à mettre la même énergie qu'au démarrage. Il y a quelque chose qui il y a les gens qui viennent, ça attire, les talents, et tout vient à toi. Tu deviens tellement magnétique énergétiquement que tout vient à toi. Et t'as plus qu'à continuer, mais t'as fait en gros t'as fait le plus dur du démarrage, quoi. C'est vraiment cette puissance énergétique à remplir au démarrage qui est pas facile, mais tenez bon, croyez-y, et puis venez chez nous si vous voulez être accompagné par nos énergies et continuez à y croire autant que nous. Chez nous, mais pas en Vendée, chez nous dans Réveiller ou dans les programmes qu'on fait. Ou dans une retraite. Ou dans une prochaine retraite. Et moi, j'ai bien envie d'en faire une en septembre. Un truc en septembre. Ça nous a fait tourbillonner ça aussi. On s'est dit quand même réunir des gens, ne serait-ce qu'une fois par an, au même endroit, en faisant du travail immersif avec du PKS et c'est venu brasser des sonore, choses. Tu vois, avec un peu ritualisé, un peu scénarisé comme on l'a vu et comme tu l'as fait. Et puis moi aussi, là, j'ai fait ça dans mon dernier coaching VIP pour Réveiller. Pour les premiums, juste une musique d'ambiance très templier avec des chants et tout. On est sans connecter une visualisation, c'était trop puissant. En fait, c'est très simple, mais tout de suite, on se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus ancien, une musique incroyable, une bonne voix, un texte chouette, et ça y est, c'est parti. Et des affirmations et des libérations, on peut faire des trucs incroyables. Donc ouais, j'aimerais vraiment qu'on fasse un truc en septembre peut-être ou quelque chose autour de ça. Mais ça va venir. Faut le temps que ça descende. Mais les amis, on vient du cinéma tous les deux. On vient de l'animation, donc pareil. Le visuel, le sonore, la création artistique, on vient quand même de cette fibre-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va s'articuler autour de la reconnexion à ses racines, au sacré, à l'archétypal, autour de mise en scène. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'aime bien qu'on le dise dans un épisode parce qu'on aura l'archive. Vous voyez, ce jour-là, on était en train de dire que, et 2 ans plus tard. Mais je sais que, et puis le fait d'avoir vécu le Puy du Fou ensemble, et d'avoir senti cette fibre vibrer en accord avec les parcours immersifs, et on était ensemble, on est là, waouh, ça vient consolider quelque chose aussi dans notre projet, nos projets individuels, mais notre projet commun également, quoi. On est sur quelque chose qui est en chemin, nous aussi, et qui est en train de se mettre en place. Et c'est... comme on disait, tu disais ça, le Puy du Fou du bien-être, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de... Qu'est-ce qu'on pourrait créer autour de ça? Mais tu vois, je pense à ça, comme on parlait de racines et tout, de faire venir les gens en Vendée pour se reconnecter à ses racines et honorer ses lignées. C'est un beau projet aussi d'espace de retraite, de transformation et de connexion. Ça serait hyper intéressant parce qu'on est vraiment autour de ça. Le père, la mère, les ancêtres. Pour les honorer, prendre un temps rituel d'accueil, d'inclinaison, de recueil, de pleurer les deuils, et puis et de pleurer les morts et faire le deuil, et d'avancer, transformer 3 jours plus tard, tu vois. Tu as dit tout à l'heure, accepter. Il y a vraiment un truc à faire, quoi. Accepter, mais et je le retiens, je l'ai retenu parce que ça fait quelques jours qu'on se dit, c'est pas accepter, c'est prendre les gens pour ce qu'ils sont, prendre la lignée pour ce qu'elle est. C'est, vous voyez, si on vous vend le projet, venez vous réconcilier, venez vous incliner, ça va pas être sexy pour vous, c'est sûr. Ça va peut-être parler à certains, mais l'idée derrière tous ces mots qui peut-être viennent vous gratter et du coup vous repoussent par magnétisme inversé, c'est de vous dire, venez prendre votre histoire telle qu'elle est, enfin.
et libérez-vous de cette acceptance qui ferait que vous fassiez des compromis sur cette horreur qui vous a été faite, ce sévice que vous avez subi, et cette injustice qui n'est toujours pas cautérisée, quoi. C'est pas ça l'invitation. À renoncer à votre légitimité à être en colère ou quoi. Non, venez écouter la colère, laissez parler ce qui vient vous gratter, ce qui vous semble inacceptable, et on vous demande pas d'accepter, en fait, on vous dit juste, voilà, la proposition pour la suite de votre vie à vous et de ta vie à toi, c'est de prendre ce avec quoi tu viens pour ce que c'est, et de te développer à partir de là. Et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre aussi dans ces expériences et dans ces retours d'expérience et ce que vous avez construit et ce que vous avez développé après ça, justement pour continuer à vivre convenablement. Et venez, pareil, ce que c'est faire la paix, venez prendre votre expérience, venez l'intégrer entièrement et réunir toutes les parts de vous dans cette expérience. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ce sera probablement le sujet de la prochaine retraite. Non, ouais, c'est clair. Ouais, vraiment d'accéder à la paix intérieure avec ses lignées, en les prenant telles qu'elles sont, et en prenant ses parents tels qu'ils sont, et en se prenant nous tels que nous sommes aussi, parce que du coup, vous rejetez ces parts à l'intérieur de vous. Donc, vous vous acceptez pas, vous vous prenez pas tel que vous êtes, et vous ne pouvez pas donc bâtir sur les ressources que vous avez et que toute votre lignée vous a transmis. Donc, c'est vraiment se reconnecter à des ressources infinies et puissantes que vous avez en vous, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, on va voir le puits du fou, on va voir comment ça vient de parler de ton rapport à l'argent, de ton rapport à ta famille, ton rapport à ton histoire. Et à l'histoire de manière générale, au patriotisme, à la religion, oui, à la politique. Ça va venir secouer la boule à neige, hein. Mais c'est bien. À ton organisation, à ta structure, à comment gérer aussi ton stress quand t'emmènes un enfant, gérer le planning, gérer tout ça, tu vois, gérer ces trucs-là. Gérer les sandwichs. Quoi. Gérer les sandwichs, l'attente, la frustration. La frustration, ouais. Les queues, le monde quand même, et puis un peu de stress parce que des fois il y a beaucoup de monde et tu dis ça fait un peu peur là, comment je peux sortir, en commençant on peut pas sortir de la salle du grand panache là, vous ne pouvez pas sortir une fois que vous êtes assis. Quoi? Oui, alors après on se faisait la remarque, il y a quand même des considérations de sécurité, je pense qu'il y a toujours moyen de sortir. Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, là par où tu rentres, ça devient l'écran après. Donc à mon avis tu peux sortir, mais pas par là où t'es rentré. En fait, voilà. C'est clair. Bon. On va terminer là, il me reste 6% de batterie. Comment tu repars, Eugénie, de cet épisode d'1h45 sur le Puy du Fou ? Écoute, je suis bien, je suis contente. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas fait de Pop and Love. Je trouve que c'est important d'alimenter aussi la machine, parce que ça devient aussi un journal de vie, un journal de bord. Je trouve ça chouette. Et puis, on est là sur le moment avec nos réflexions du moment. Dans 2 ans, je pense que je serais contente de me revoir. Ou pas, parce que j'aurais pivoté et je me dirais j'ai aussi été cette personne. Voilà. Je repars bien. Je suis consciente que j'ai un peu bégayé, mangé mes mots, et j'étais un peu excitée sur cet épisode, donc j'espère que ce sera audible. Et je m'excuse de t'avoir coupé la parole si souvent. Mais je crois que ouais, mais si, quand même. Il y a une vraie réalité de coupage de parole sur cet épisode. Je crois que j'avais vraiment envie de le faire, en fait, tu vois, parce que j'avais envie un peu fébrilement de faire cet épisode avant que toute la matière de ce qu'on a vécu au Puy du Fou s'en aille. Et évidemment que ça se redilue dans le quotidien. Parce que, et on le dira jamais assez, le vrai travail, c'est pas quand vous êtes à la retraite ou au séminaire ou à la constellation, et c'est l'intégration après. C'est de revenir dans vos pénates et dans votre quotidien et dans votre problématique de la 3D et dans les horaires scolaires et dans les réparations de la voiture, et de faire la vie après cette expérience. Et qu'est-ce que ça vous a apporté qui vous permette de mieux faire la vie ou de mieux faire votre projet entrepreneurial et tout ça. Et cet épisode faisait partie de ça, de mon envie de voilà, je veux donner cette réaction à chaud une semaine plus tard avant qu'elle se dilue, parce que le quotidien revient recouvrir l'expérience par la suite, quoi. Très vite, on était à Tahiti déjà ce week-end, tu vois, donc ça allait à une vitesse incroyable. On est parti de l'autre côté. Donc du coup, c'est important, quand vous créez du contenu et vous vivez des expériences, mettez-les en mots, mettez-les en voix, mettez-les en vidéo, mais laissez une trace, et les contenus en ligne sont parfaits pour ça, parce que nous, on a les formats longs avec les épisodes de podcast sur YouTube, puis les formats courts, moi je monte des vidéos ou des stories des moments qu'on a vécu.
Ça fait des super souvenirs, c'est trop chouette. Puis ça permet aussi de développer une audience où, dans notre audience, où on montre justement qu'on fait d'autres choses et qu'on est des êtres humains complets avec plein d'autres facettes. Et c'est vraiment chouette pour créer de la confiance et d'aider les personnes à venir encore plus vers vous. Vous n'êtes pas juste un vendeur, un marketeur ou une sophrologue ou un coach ou je ne sais quoi. Vous avez tout un univers. Présentez-le parce que c'est beaucoup plus réel et crédible que toutes ces personnes qui pourraient maintenant utiliser que de l'IA pour communiquer, faire des trucs et tout, et on verrait même plus personne derrière, quoi. Donc ouais, j'adore ce qu'on fait et je trouve ça trop cool et merci encore parce que c'est un super épisode. Et puis voilà, un dernier mot, Eugénie. Eh bien, bisous. Bisous tout le monde, toutes les infos dans la description et puis Julien, à il a très bientôt bugué. pour le prochain Pop and Love et nos lives Insta. Julien, il a bugué avant. Non parce que j'ai des décalages en fait, c'est pour ça. C'est parce que j'ai des décalages et que je t'attends et tout, j'ai eu plein de bugs, mais j'ai tenu bon et ça marche. Allez, à très bientôt tout le monde, ciao. Ciao. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.